Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format de Galaxy Pop qui est disponible au format audio donc sur le flux RSS de la constellation du podcast Galaxy Pop et également sur le flux RSS cinéma de Galaxy Pop, mais aussi en version vidéo sur YouTube si vous voulez voir nos trognes parce que nous sommes deux ce soir. Bonsoir le beau parleur, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir. Il est Alors, beau. je remarque juste un détail, la ligne en bas, elle a pas l'air de capter mon son. Je sais pas si c'est normal? Non, oui, ça le fait souvent, ça, ne t'inquiète pas. OK. Oui, normalement, si il a bien capté que c'était ton headset microphone. Oui, c'est bon, ça le fait des fois. Nous enregistrons avec Zencastr, qui est un logiciel en cours de développement, mais très pratique. Et le format gratuit de Zencastr, si vous voulez lancer dans le podcast, ça peut être assez cool au démarrage. Le format payant est un peu cher, je trouve, mais il se trouve que si nous enregistrons via Zencastr, c'est parce que j'ai oublié de me désabonner. J'ai fait le premier mois et j'ai enregistré plein de trucs. J'ai oublié de me désabonner. Et hier, j'ai reçu une confirmation de paiement d'un nouveau mois pour Zencastr. Et donc, je me suis dit, bon, ben, plutôt que de passer par StreamYard, qui est très bien aussi, ben, on va passer par Zencastr. On n'aura pas le petit logo du petit coin-coin. Voilà. Parfait. Euh, Si on m'entend, je vais donc dire que je vais bien pour répondre à la question. Après le placement de produit, évidemment, hein. Non, mais je vais bien, il y a pas de souci. Je suis très content d'être là, surtout que c'est un sujet que tu avais lancé un peu, à l'arrache, un peu en mode: «Allez, on y va», puis j'ai fait: «Bah, pourquoi pas?» Je t'ai dit que j'y exactement. réfléchirais. Le soir même, tu as déjà reçu la liste, tu vois? C'était Exactement. Alors ce soir, on est là. On va appeler ce format le cinéma asiatique pour les nuls. Voilà. Parce que moi, j'aime bien. Tu sais, j'ai un podcast, je sais pas si tu le connais, il s'appelle Star Trek pour les nuls. mais c'est nul ça! C'est nul. Et donc Star du coup, Trek. c'est bien puisque nul plus nul, ça s'inverse. Voilà, on me fait souvent la blague. T'as raison d'appeler ton truc comme ça parce que Star Trek, c'est vraiment pour les nuls. Et du coup, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de découvrir des trucs et de faire découvrir des trucs aux gens. Et lorsqu'on a fait, tu es passé au format entrevue dans ce podcast. Alors, petite blague temporelle, hein, il se trouve que ce qu'on est en train d'enregistrer ce soir sera diffusé dans la foulée, très probablement, hein, juste un tout petit peu de montage, mais le minimum et ça va être diffusé dans la foulée. Et là où l'entrevue qu'on a enregistrée, toi et moi, il y a presque un peu plus d'un mois, bah, je sais pas, elle est octobre ou un truc comme ça, je crois. Bref, ou fin septembre, je Mais crois. Donc c'est parfait, parce que ça veut dire voilà, que j'ai pas encore perdu la crédibilité aux yeux de ton public, donc c'est parfait. voilà. Et donc, il se trouve qu'à la fin de cet enregistrement, je t'ai dit, ouais, et moi, beau parleur, j'aimerais bien, il me semble que tu aimes bien les films asiatiques et j'en regarde quelques-uns, hein, ok, mais j'ai jamais vraiment franchi le pas. Et donc j'aimerais bien que si tu l'acceptes, de m'aider à découvrir un peu le cinéma asiatique dans son ensemble. Alors c'est ça l'astuce, c'est que on parle d'un continent, hein, pas d'incontinence, attention. On parle d'un continent. Bien que on risque de parler d'incontinence vers la fin de cet épisode, mais ça, on garde pour plus tard. Chut, chut, pas de révélation, je suis désolé. Et donc, comme tu disais, à la fin de cette conversation hors micro, tu m'as dit, bon, bah, écoute, je te prépare une liste pour dans quelques jours de quelques films, 5 films à voir. On va essayer de faire un peu large et regarder ça. Et 1 heure et demie plus tard, je reçois une liste de 5 films, plus un petit bonus Petit bonus qui n'était pas obligatoire. Je me qui suis dit: n'était. «On va voir s'il osera s'y C'est aventurer». vrai. Bon, écoute, moi, je vais là où le vent me mène. Je suis un opportuniste. Alors, voilà, je vais quand même cadrer qui je suis par rapport au cinéma asiatique. Et d'ailleurs, je t'inviterai à faire la même chose, toi aussi, après. Avant de parler des films, je suis un opportuniste. C'est-à-dire que je tombe sur un truc, je le regarde. Quand j'étais ado, je crois que mon premier contact avec le ciné asiatique, c'est comme beaucoup d'ados, Battle Royale, dont j'ai reçu le magnifique coffret sorti cette année, je crois. Je l'ai reçu là il y a 2 jours. Donc ça fait très longtemps que je les ai pas revus. J'espère qu'ils sont toujours aussi bien.
Mais bon, voilà, donc c'était du battle royale. Et après, je me suis jamais vraiment intéressé à tout ce qui était animé. Donc ça, j'ai très peu de connaissances. Et au fur et à mesure du temps, voilà, je voyais passer un truc, je regardais, ça me plaisait. Dans 90% des cas, ça me plaît, je pense, très principalement parce que ben, j'ai une vision très américaine du cinéma et ça, à chaque fois que je regarde un film asiate, je me dis waouh, quel vent de fraîcheur, quoi. Ça me fait du bien de voir une autre vision de tout, en fait, parce que du romantisme, de l'héroïsme, de la guerre, de la violence, tout est différent. Et évidemment, voilà, j'ai pu tomber sur différents films indiens, différents films japonais, chinois, euh, sûrement quelques coréens, et voilà. Et c'est quand même récemment, là, depuis que je m'y suis mis pour de vrai, donc 5 ans, un truc comme ça, que j'ai regardé vraiment un peu plus sérieusement. Mais les 6 films, pardon, que tu m'as servi ce soir, ce sont, on va pas se mentir, ce sont c'est le top du top, des films que je n'avais jamais vus. Voilà. J'ai vu des films de tous les réalisateurs, non, de pas mal des réalisateurs non, de la moitié, de trucs, mais pas ces chefs-d'œuvre pourtant, voilà. Et donc, voilà, j'avais un gros manque à voir. Et ce qui me permet de te remercier déjà, Beau Parleur, pour cette occasion de découvrir des trucs. Merci. Et toi? Alors, je profite déjà Des pour dire mers, ah non, que la des neiges. sélection des films, justement, c'était pas si facile que ça, parce que je savais pas exactement ce que tu avais vu ou pas. Je sais que tu es quand même un cinéphile, je sais que tu regardes des trucs, donc tu vois, pareil que tu regardes d'autres trucs que Star Trek, des fois, c'est surprenant, je sais. Est-ce que je suis un cinéphile? Ouais, mais comme dans Star Trek Voyageur, il y a un asiatique, donc en fait, tu es fan de cinéma asiatique. Tu vois, non, Harry Kim, qui est américain. oui, mais d'origine, quand C'est quoi un cinéphile? c'est un mec, quelqu'un qui parle le grec ou le latin, je sais plus, et qui aime le cinéma. d'accord. Ah, moi je croyais que c'était un mec politisé à gauche et qui regardait des films. Donc dans ce cas, ouais, peut-être que... Bon, bref. On va laisser la politique pour Twitter, si tu le permets. Oui. Oui. Juste avant l'enregistrement, je disais à Beau Parleur, j'en ai marre de Twitter, c'est trop politique. Bon, bref. Voilà, c'est pour ça qu'il me fait cette blague-là, je fais ok, moi, si tu veux. Voilà. Donc, ouais, Non, mais il se peut, oui. Alors, tu sais quoi, quand même, je m'en fous, j'assume quand même ma position. Il se peut que vous entendiez quelques réflexions de gauchistes au long de cette émission, parce que le cinéma de la sélection est assez politisé sur certains aspects. Et donc, j'aurai probablement quelques réflexions. Je tiens à faire ce premier trigger warning si ça vous déplaît. Voilà, désolé. je m'occuperai de la partie de droite, parce que moi, je suis un facho de droite, donc il n'y a pas de problème. Oui, ça se voit. C'est ironique, on sait jamais. Mais bon, bref. Alors, non, mais je précise que c'est ironique, on sait jamais. Alors, comme je disais, la sélection des films, je savais pas trop, parce que je sais que tu es un cinéphile, mais je savais pas trop ce que tu avais vu ou pas. Alors, bon, je me suis dit, on va taper dans l'essentiel, j'ai envie de dire, tu vois, les films Ouais. qu'il faut avoir vus. Je me suis dit, de toute façon, si tu l'avais vu, tu me l'aurais dit. Et Oui. mon idée, c'était de faire, grosso modo, un film, un pays, mais évidemment, un petit peu plus sur Hong Kong, parce que les gens oublient que le cinéma de Hong Kong, c'est extraordinaire. C'est grandiose. Et c'est très central pour le cinéma asiatique. Par exemple, je rappelle que la Corée, qui est très à la mode actuellement chez beaucoup de cinéphiles, la Corée a commencé à faire des films à partir de 99. Avant, à peu près, avant, c'était il y a des vieux films, hein, faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais avant, il y avait une dictature. Par exemple, ils ne pouvaient pas voir de films japonais. Donc, comment est-ce qu'ils faisaient pour voir des films japonais comme Ring? Ils faisaient un remake coréen. Donc, c'est pour ça que le cinéma coréen, c'est quelque chose de relativement récent. Et en plus, c'est un cinéma qui est très américanisé. Donc, pas oublier de revenir aux sources. Parce qu'en Corée, à l'époque, ils ont bouffé, les réalisateurs et tout, ils sont très fans de cinéma de Hong Kong et compagnie, qui est très central pour le cinéma d'Asie. Et le japonais aussi, mais pour d'autres raisons. Bref, qui suis-je, moi? Qui suis-je au niveau du cinéma asiatique? Quand j'étais petit, je n'y connaissais rien au cinéma asiatique, franchement. Avec le recul, j'en avais vu un qu'on avait lu au vidéoclub ou des petits trucs comme ça, mais j'avais même pas tilté. C'est pas, je regarde un film asiatique, je regarde un film, quoi. Hein. Et en fait, c'est quand j'ai eu 17 ans que on m'a parlé d'un film. Et j'ai eu la curiosité de le voir. Ce film, c'était la première fois que je regardais un film asiatique. Vraiment en me disant, ah, je vais voir un film qui se fait là-bas. Tu vois. Ouais. C'était un film de Kung Fu, c'était Fist of Legend avec Jet Li. Je kiffe ce film, remake de La Fureur de Vaincre.
j'achète le DVD. Et en plus, j'ai une super anecdote. J'achète le DVD. Et c'était une époque où j'avais envie de revoir des films de baston. Moi, étant jeune, j'étais fan de Van Damme et compagnie. Ouais. D'ailleurs, j'ai fait du karaté pendant 20 ans, tu vois, c'est pas pour rien, tu vois. Et ce jour-là, j'ai pris Fist of Legend et j'ai aussi pris Roméo doit mourir. On m'en avait dit beaucoup de bien de Roméo doit mourir. Et ce jour-là, ce soir-là, je me suis dit, je vais me mater. D'abord Roméo doit mourir et ensuite l'autre. Je mets Roméo doit mourir et je crois que j'ai compris le titre du film en le regardant parce que j'avais la même sensation que le titre du film. Donc je connaissais pas encore le cinéma asiatique, mais j'ai trouvé ça d'un nul, mais d'un nul. J'ai trouvé ça pitoyable. On essayait de Mais faire, t'as vu, je fais des arts martiaux, c'est cool. Enfin bref, nul. Du coup, j'étais pas très motivé pour mettre la deuxième galette dans le lecteur. Et quand j'ai mis la deuxième galette, et ben là, ça a été un coup de pied retourné dans la gueule, mais pleine puissance. Je me suis pris un chaos. J'ai vu un film dans lequel les arts martiaux étaient traités de manière sérieuse, des combats extraordinaires, du respect. Alors, en plus, Fist of Legend, il a un côté décor qui font très décor, musique qui fait très. Les gens disaient que ça fait un peu Tintin. Et je suis d'accord avec ça. Mais en même temps, j'étais en mode, je regarde un film d'ailleurs, donc je suis en mode tolérance. Mais je me suis pris une claque côté baston, côté histoire, j'ai adoré. Et je me suis regardé après un autre film, c'était Taisho Master, toujours avec Jet Li. Puis après, j'ai regardé un autre, et un jour, on m'a dit, le hey, même soir? non, pas le même soir, ça m'a pris plusieurs mois d'ailleurs. Hein. Et ensuite, j'ai commencé à traîner sur des sites de fans de cinéma asiatique, dont des forums. Et en discutant, on m'a dit, tu sais, le fameux The Killer là, de John Woo, là, ça, il faut que tu le vois, hein, t'as pas de discussion. Puis je disais, ouais, mais la bande-annonce, en plus, HK vidéo, ça a l'air vachement violent. Moi, j'avais très peur du stéréotype asiatique et de la violence, tu sais, qui font des films ultra violents. Je dis, pas ça parce qu'il y a un film du genre dans la liste. Hein. Mais j'avais très peur de ça. Et j'ai regardé The Killer et j'ai compris qu'il fallait fermer sa gueule et faire ce qu'on me dit. The Killer, j'ai adoré. Et depuis, je suis devenu grand fan de cinéma asiatique pendant près de 10 ans. Donc, Ouais. en gros, de mes 17 à mes 27 ans, je regardais pratiquement que des films asiatiques. Tout ce qui sortait en France, je regardais. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma de Hong Kong. Ensuite, je suis allé vers le cinéma japonais. Tu te rends compte que pour nous, peut-être de loin, si on ne connaît pas, on se dit ouais, c'est la même chose. Non, ça n'a rien à voir comme cinéma. J'ai découvert le cinéma coréen, thaïlandais. Je me suis laissé tenter vraiment par ce qui sortait chez nous, surtout. Et j'étais heureux. Et j'ai découvert des choses qui, pour moi, qui ai toujours été fan de cinéma d'action depuis gamin, L'Arme Fatale et compagnie, qu'en fait, le meilleur cinéma d'action au monde, il n'était pas américain, par exemple. C'était très perturbant quand t'es gamin. Tu fais, ah ouais. Et donc pendant 10 ans, j'ai regardé que ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers le cinéma asiatique, en fait, si tu veux, ça m'a ouvert une porte et qui m'a facilité l'ouverture pour revenir au cinéma occidental. Par exemple, c'est à travers le Shambara, le film de sabre japonais, que je suis revenu au western, genre qui à l'époque me faisait chier. Eh oui. Mais comme je vois, j'ai apprécié ce côté lent, posé, machin, un truc bidule. Après, le côté, par exemple, à l'époque, moi, les westerns, les fusillades, ça m'ennuyait, mais à mourir. Moi, je suis fan de films d'action, mitraillettes, machin, tu vois. Et après, quand tu regardes un film japonais, tu te dis, bah, c'est logique, parce qu'en fait, tu as ton sabre, si tu rentres dans la distance, bah, l'autre, il peut te couper aussi, donc tu rentres pas n'importe comment. Et en fait, ça m'a permis de revenir vers le western, Sergio Leone, le western américain, italien, depuis je suis ultra fan de western italien et tout. Donc, en gros, ça a été mon trampoline. Voilà. Est-ce que j'ai parlé assez? Ah, c'est merveilleux, au contraire, c'est parfait. Et je ne vais pas rebondir parce que sinon, ça va durer 4 heures. Mais c'est vrai qu'on se rend assez vite compte que, dans un premier temps, on pourrait se dire le cinéma américain a probablement influencé le cinéma asiatique, du moins au moins dans l'action. Après, le drame, tout ça, peut-être un peu moins. Mais en réalité, les deux s'influencent à coup de dizaines d'années, vingtaine d'années, de décennies. Là, actuellement, le cinéma d'action américain, je ne parle pas du cinéma de super-héros, le cinéma, le blockbuster américain classique est extrêmement influencé. On voit les John Wick. Les John Wick, si on n'avait pas eu le cinéma de Hong Kong, ça ne serait pas du tout ça. Enfin, on voit que ces deux continents se touchent l'un l'autre en permanence, quoi. Se poussent mutuellement. Et ça, c'est assez saisissant. Parce que, pareil, hein, quand moi j'ai commencé à regarder enfin, de ce que je voyais, je me disais, ouais, non, mais ça n'a pas grand-chose à voir. Et en fait, quand tu revois, quand tu apprends que Les 7 mercenaires est un remake des 7 samouraïs, que tu vois 7 samouraïs, tu te dis, putain,
c'était génial et tout, machin. Mais en fait, ouais, c'était déjà du western. Mais la figure, bon, bref, voilà, etc. Et il y a tout un déroulé qui se fait dans ta tête et sur Internet, et sur les livres également, que tu comprends mieux tout et que on, on saisit un peu plus les choses. Je dirais même, si je peux me permettre, John Wick, c'est vraiment du cinéma de Hong Kong fait à l'américaine. Parce que le cinéma de Hong Kong avait cette particularité de prendre des chorégraphes. Et en fait, le chorégraphe, c'était presque un deuxième réalisateur. C'est-à-dire, sur un film de kung-fu, c'est le chorégraphe qui réalisait les scènes d'action. C'est pas juste la Ouais. chorégraphie. Il avec son équipe de cascadeurs et tout ça et tout ça. Et à Hong Kong, il y a des chorégraphes qui sont devenus réalisateurs. Des Yuan Wuping et compagnie, des Samung et tout ça. Et donc, qu'est-ce que John Wick, si ce n'est les chorégraphes, les cascadeurs qui font des films de chorégraphes et de cascadeurs. Donc on est exactement dans une logique américano-hongkongaise, on va dire. Ouais. Ah, mais c'est bien, c'est beau. Et puis c'est arrivé en France aussi, avec toute la vague des années 2000, peut-être un peu avant, de tous ces films, j'allais dire La Bête du Gévaudan, je sais plus comment il s'appelle, Le Pacte des loups de Le Christophe Pacte Gans. des loups, Crying Freeman avant, etc. Christophe Tous Gans, ces films. qui dirigeait la collection HK Vidéo, enfin il la dirigeait pas, mais en tout cas il la chapeautait, ainsi que le Hmm, magazine. Donc Christophe Gans a fait beaucoup pour le cinéma asiatique en France, hein, clairement. voilà. Et donc, voilà, il a même influencé notre ciné local, hein. Je te propose qu'on commence. C'est parti. Voilà, ben, je vais pas révéler la liste, hein. Je vais, enfin, la révéler, si, mais au fur et à mesure, on va pas dire la liste exactement, mais on va commencer avec un film de 1989, pardon, pas 99, 89, qui s'appelle The Killer, réalisé par John Woo. Déjà avant ça, de John Woo, avant de voir The Killer, alors bah, de toute façon, The Killer, c'est le film qui a peut-être le plus de réputation. Ça fait partie. Enfin, Il y en a ouais. deux qui se tirent la bourre. Enfin, ça dépend. À l'époque, sur les forums de fans de cinéma asiatique, les gens parlaient surtout d'une balle dans la tête, qui est incroyable, j'adore, hein. La plupart des gens préfèrent Hardboiled, donc à toute épreuve. Moi, je préfère The Killer parce qu'il rajoute de l'émotion à l'action. C'est pas juste, ah, c'est de l'action, c'est de l'action avec de l'émotion. Et d'ailleurs, je trouve que Hardboiled fonctionne mieux quand tu connais les personnages de John Woo dans les autres films, parce que tu comprends mieux ce qu'il fait sans forcément passer 3 heures. D'accord. Eh ben, je ne l'ai pas vu non plus, Hardboil. Ce sera Next time. une occasion d'en reparler un jour. Ben, de John Woo, pour le coup, John Woo, j'avais déjà vu des films de sa part, notamment le diptyque Les Trois Royaumes, en version longue, directe. C'est un des premiers Blu-ray que j'ai acheté. J'étais au lycée et un jour, je vais dans le centre culturel de Leclerc de Pau. Hein. Big up les Palois et les Paloises. Et je sais pas, je tombe. Il y avait ça. J'allais à chaque fois, en fait, pour aller au rayon livre SF, il fallait passer par le rayon CD et le rayon film DVD et Blu-ray. Mon père venait d'acheter un Blu-ray, un lecteur Blu-ray, et alors, c'est pas le premier, je sais plus quel était. Bon, bref. Mais il y avait ça. Il y avait les Trois Royaumes. Et moi qui aimais bien jouer à Dynasty Warriors, je me suis dit, oh, 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 une adaptation. Et je les ai pris, et quelle claque j'avais pris déjà à l'époque, j'avais adoré. Et enfin bon, voilà, c'était truc. Et John Woo, voilà, évidemment, Mission Impossible 2, et évidemment, Chasse à l'homme, qui est un bonheur à voir. Donc, j'avais quand même quelques gimmicks de John Woo en tête. Je savais les ralentis, les colombes, tout ça. Et je me doutais, je savais, peut-être que je le savais via sa réputation plus que ce que j'avais vu, peut-être, mais je savais qu'il y avait quand même une certaine émotion qui allait se dessiner dans ce film de bagarre. Enfin, de bagarre, non, c'est pas un film de bagarre, c'est un film de tuerie. Je sais pas comment on dit, un film d'action. Voilà. Le terme qu'on utilise généralement, on qualifie ça de Eric Bloodshed. C'est un terme qui a été inventé par un journaliste, je crois anglais ou américain, pour qualifier ce genre de film. Donc le bain de sang héroïque. Et en fait, c'est John Woo qui l'a inventé, hein, on va dire, avec le syndicat du crime. C'est le principe des valeurs traditionnelles du Wuxiapian, donc du film de chevalerie, actualisé à l'heure des flingues.
Et c'est pour ça D'accord. que tu as ce côté, tu es mon frère d'armes, on se comprend, tu es des pratiquants d'arts martiaux, tout ça. Et le sacrifice ultime, très influencé par celui qui a été son mentor, à savoir Chong-Chi. John Woo a été assistant réalisateur de Chong-Chi sur des films comme Les Frères de Sang, par exemple, duquel Une balle dans la tête est un quasi-remake, mais qui le situe pendant la guerre du Vietnam. Donc, et il reprend toutes ces choses-là, et Chong-Chi, ce qu'il avait fait, c'est il avait beaucoup virilisé le genre. Je sais que ça choque ceux qui ne connaissent rien au cinéma d'Asie, mais en fait, le film de sabre chinois, à la base, était très féminin. Même les rôles D'accord. masculins étaient parfois interprétés par des femmes et tout. Et en fait, lui, il a virilisé le genre en mettant des hommes. Et une de ses caractéristiques, c'est que les gens mouraient souvent en ralenti, avec du sang partout, entourés de plein d'ennemis et tout ça. Donc en fait, John Woo a repris cet aspect-là, et c'est pour ça qu'on appelle ça le Heroic Bloodshed ou simplement de Heroes Movie. D'accord. Voilà. Ok. Je lis en 3 minutes enfin 3 minutes, en 30 secondes le synopsis tiré de Wikipédia. Je me suis pas pris la tête. Jeff, joué par la superstar Chow Yun-fat, est un tueur à gages. Lors d'un contrat, il rend accidentellement aveugle une chanteuse de bar, Jenny, jouée par Sally Ye. Je présente mes excuses d'avance pour les prononciations. Hanté par le remords, il décide d'aider Jenny et tombe progressivement amoureux d'elle. Alors qu'il décide d'accepter un dernier contrat dont l'argent devra servir à opérer Jenny, il se fait repérer par l'inspecteur Lee, joué par Danny Lee, et les commanditaires de Jeff décident alors de se retourner contre lui et tentent de l'assassiner. Coincé entre l'inspecteur Lee, flic acharné, prêt à tout pour l'arrêter, et son ancien boss, Jeff n'a pas d'autre choix que de reprendre les armes. Alors que les amitiés sont trahies, aucun personnage n'apparaît ni tout blanc ni tout noir. Voilà, petite merveille, mais petit... alors, The Killer, c'est hongkongais. Ouais. Ok, voilà. Je peux Petite merveille. te dire un petit Oui. truc juste avant. En fait, dans la liste des films que j'ai essayé de faire, j'ai eu l'impression, peut-être que je me trompe, d'avoir à peu près réussi à te cerner. C'est vrai qu'à me dire tu dis des conneries, tu vois. Je me suis dit que tu étais quelqu'un qui, d'après ce qu'on avait discuté, était très émotionnel, que l'émotion, Ouais, le oui, drame, oui. tout ça, ça a l'air de te toucher. C'est pour ça que je me suis dit, je vais essayer d'aller un peu dans des trucs un peu émotionnels. Voilà. Ça a marché. Hein. Voilà, je ne dirais pas le nombre de litres de larmes que j'ai perdu au fil des visionnages. The Killer, je pense que si j'avais vu ce film à l'âge où j'aurais dû le voir, 15-17 ans, ça aurait été peut-être mon film favori. Pendant de nombreuses années. J'ai beaucoup apprécié, mais je pense que je le découvre un peu tard. Et comme je disais, le fait d'avoir vu beaucoup, enfin pas beaucoup, mais d'autres films de John Woo, notamment sur sa période américaine, fait que j'avais un petit recul sur le film. Mais je salue énormément voilà, toute cette beauté. C'est du romantisme, hein, de toute façon, ça me rappelle la vague romantique de la musique classique, c'est-à-dire, euh, voilà, il y a du sacrifice à gogo, il y a je dois me battre jusqu'à la fin, et les amitiés, comme tu disais, les frères d'armes, le respect mutuel qu'ont toutes les personnes les uns envers les autres, et euh, un truc, je ne sais pas comment expliquer, mais voilà, tu arrives à apprécier tous les personnages qui ont tous ce truc, parce que là, on a cité les trois personnages principaux qui sont enfin, ce sont des chevaliers, hein, même la fille, la femme, elle a quand même un truc, une prestance, une vision, parce qu'il se trouve qu'elle est aveugle, hein, dans le film à moitié, etc. etc. Le flic, comme on disait, une personne n'est ni tout blanc ni tout noir, donc oui, c'est ça qu'on appelle un hardboil, hein. C'est ça, c'est un flic qui veut arriver à tout prix à son but. Alors, un hardboil, je crois que c'est ce qu'on appelle hardboil, c'est le film de détective un peu sombre comme ça, mais je pourrais pas dire exactement ce qu'on appelle un hardboil. Ok, bon, c'est pas ça. Mais voilà, il a un honneur, il a un but à atteindre, exactement comme le tueur à gages, qui est le personnage quand même central. Mais les personnages secondaires également ont tous cette forme de carrure et cette chose à porter sur leur dos, sauf le boss qui, pour le coup, est vraiment une véritable ordure. Mais même le meilleur pote du tueur à gages, dont j'ai oublié le nom,
j'aurais dû les noter, tout ça, qui le trahit, mais en fait, il est dégoûté de le trahir, et puis avant de se battre l'un contre l'autre, il y a une bataille d'ego dans leur regard. Ils se regardent en sachant que l'un va faire porter le premier coup à l'autre. C'est merveilleux de romantisme. Ça dégueule de romantisme, quoi. Et c'est un véritable bonheur, quoi, hein. Donc je n'ose imaginer ce que ce film aurait fait sur moi si je l'avais découvert en fin d'adolescence, comme j'aurais dû le découvrir à l'époque. Et c'est un film, voilà, que j'ai croisé plein de fois, hein, dans les vidéoclubs. Je me souviens avoir vu la jaquette partout. En arrivant sur Internet, je me souviens avoir vu des extraits dans tous les sens, notamment l'extrait de la première fusillade, celle avec beaucoup de ralentis. Enfin, elles ont toutes beaucoup de ralentis. Et voilà, et je repense à toutes ces scènes de pointage d'armes les uns sur les autres, la petite fille blessée par accident, que le tueur à gages il risque sa peau pour Jeff risque sa peau pour la sauver, il l'amène à l'hôpital, et puis enfin c'est merveilleux, quoi. C'est le film que tout le monde a envie d'avoir écrit, je pense. Alors, j'essaie de rebondir sur ce que tu as dit des trucs intéressants, mais je me perds un Désolé. peu. Alors, au niveau de l'inspiration du film, en France, les gens aiment bien dire que c'est un quasi-remake, en tout cas très inspiré du Samouraï de Melville. Ah oui. C'est la vérité. C'est la vérité. John Woo le dit. Mais John Woo, c'est un gars qui, comme toute personne polie, quand il va en France, bah, il va dire « Ah oui, j'aime beaucoup Melville ». C'est logique. Quand il va à un autre pays, il va dire « J'aime beaucoup le réalisateur de chez vous ». Ce qui est normal, il n'est pas en train de mentir. Quand il va en Allemagne, il dit « J'aime beaucoup Uwe Boll ». Voilà, par exemple. Voilà. Par exemple, oui. et donc, et donc, ce n'est pas faux que le film s'inspire. Et les gens disent, ouais, mais regarde, le personnage s'appelle Jeff. Comme ça, c'est une invention de la VF. Hein. Si jamais en VO, il s'appelle John. D'accord. Bon, voilà. Mais c'est en effet inspiré, il le dit. Mais c'est aussi très inspiré, en fait, d'un film japonais. Un film japonais parce qu'en réalité, le Heroic Bloodshed serait une reprise. Alors, je crois que c'est le Ninkyo Eiga, qui est donc le film de Yakuza héroïque. Donc, ok. quoi, les films parce qu'en gros, pour être simple, les Yakuza, c'est pas juste la mafia. C'est la mafia, mais il faut le voir comme une espèce de société parallèle avec ses codes et qui sont censés avoir des codes, on va dire, corrects. Le problème, c'est qu'il y aurait des... Je parle de cinéma, la réalité, je vous laisse chercher. Mais je veux dire, il y aurait des mafieux qui ne respecteraient pas ces codes, et donc il y aurait les Yakuza héroïques qui, eux, bah, au bout d'un moment, aideraient, ça suffit. Et c'est ce qu'on a un peu dans les films de John Woo, c'est-à-dire parfois un peu des gangsters contre des gangsters. Tu vois. On va dire les gentils gangsters contre les méchants gangsters. Voilà, une grande partie du film est là-dessus. Et le film se base énormément sur un film. D'ailleurs, John Woo est très fan de cinéma japonais, à tel point qu'il a même fait un remake d'un film japonais. Quand il est revenu en Chine, il a fait Manhunt, qui n'est pas extraordinaire, hein, mais qui est un remake d'un film japonais, justement, parce qu'il y a cette influence japonaise. Donc, influence japonaise, influence de Chang-Chi, et puis aussi différentes influences. On appelle faire un film. Tu as parlé de John Woo aux États-Unis. Alors, le truc, c'est que John Woo aux États-Unis, avis personnel, alors j'adore Volte-Face. Je suis ultra fan de Volte-Face. Volte-Face. Volte-Face aussi, oui. Je surkiffe. Mais je trouve que John Woo aux États-Unis, c'est un peu une parodie de John Woo. C'est-à-dire, vas-y, la colombe, je te mets 300 plans dessus. Alors bon, il l'a refait en venant dans les Trois Royaumes et tout, donc tu dis, bon, mais je trouve que des fois, c'était un peu exagéré. C'est dans Mission Impossible 2, quand même, le pire. Il est dans un bunker à 200 mètres sous terre, il ouvre une porte, il y a des colombes. Ah oui. Mais tu vois, dans The Killer, c'est la première fois, je crois, que tu vois des colombes, et tu vois, c'est juste un truc de fond dans l'église, tu vois. Et même tout ce qui est... Enfin, je trouve qu'aux États-Unis, le problème, c'est qu'il est limité, parce qu'il faut savoir que quand il a fait Chasse à l'homme, enfin, il est arrivé aux États-Unis, on lui a fait oh, on adore ce que tu fais, c'est génial, vas-y, on fait un film, Van Damme, machin. Lui, il a fait ok. Il fait le final de Chasse à l'homme, qui est du pur John Woo, hein, si tu regardes maintenant, tu peux t'amuser The Killer, c'est du pur John Woo. Mais ce qui s'est passé, c'est que la scène a été censurée, puis on lui a dit non, mais c'est trop violent, ça va plus jamais. Il fait attends, vous dites que vous adorez ce que je fais, et quand je le fais, vous aimez pas. Donc il a dû s'adapter. D'ailleurs, c'est la grosse difficulté qu'ont eu tous les réalisateurs hongkongais et tout qui sont allés aux États-Unis, c'est que d'une certaine manière, ils ont perdu leur âme. Parce que le cinéma à Hong Kong est beaucoup plus rapide, il y a moins d'intermédiaires, il n'y a pas le producteur, le machin. Enfin, il y en a, mais je veux dire, c'est plus rapide. On voit que le cinéma dans Hong Kong est plus viscéral d'une certaine manière. C'est quelque chose qui se sait maintenant. Tous les réalisateurs et réalisatrices qui partent aux États-Unis ont des contraintes. Voilà, on leur dit qu'on les aime pour ce qu'ils sont, mais lorsqu'ils arrivent, il faut s'adapter à la méthode et au public.
Surtout que quand tu arrives aux États-Unis, bah, t'es personne. Ouais. Peut-être que dans ton pays, tu étais un réalisateur qui avait certaines facilités pour faire certains trucs. Tu arrives là-bas, on lui dit, mais t'es qui? Qu'est-ce que t'as fait, toi? Enfin, on a vu que t'as kiffé, mais nous, ce qu'on veut, c'est de l'argent, c'est du succès. Donc, c'est compliqué. Et moi, je trouve que John Woo aux États-Unis, c'est souvent un petit peu parodié. C'est-à-dire que je me souviens, à l'époque, tout le monde disait, ah, c'est le grand maître du cinéma d'action. Tu regardes les films américains, même si j'adore, comme j'ai dit, Volte-Face, il n'y a aucun film que tu te dis, c'est digne d'un maître de cinéma d'action. Tu te dis, c'est un film d'action, quoi. Sur Impossible Ouais. 2, tu peux l'aimer, pas l'aimer, mais tu dis pas, ah ouais, ça, on sent que c'est fait par un mec qui a révolutionné le genre, quoi. Ouais. Et pourtant, si vous regardez, puisque je l'ai à portée de main, c'est le gars qui fait sans le vouloir, si vous regardez 58 minutes pour vivre, par exemple, il y a une scène dans 58 minutes pour vivre, c'est une reprise de la scène de The Killer, de fin. Laquelle? Quand il monte l'escalator? Non. Ouais, là où il y a pas l'escalator, mais tu sais, l'escalator à plat, là, je sais pas comment on appelle ça, Ouais. l'espèce de tapis. Oui, oui, toute cette scène où il y a l'équipe du SWAT qui se fait dégommer quand McClane arrive depuis en haut. C'est, tu vois que la violence, les ralentis et tout ça, c'est inspiré par un The Killer, qui est sorti une année avant 58 minutes pour vivre. D'accord. Donc, il y a quand même une rétro-influence. Voilà. Enfin, une rétro-influence, non, ça veut rien dire. Mais bref, vous avez compris. L'influence, merde. On a compris le sens, ouais. Ok. Bah non, justement, on n'a pas compris le sens, c'était ça le problème. Oui, mais quelque part, est-ce que c'est grave? Parce que, tu vois, le mec un peu plus intelligent que moi qui découvre Volte-Face et qui se dit, tiens, c'est qui ça? John Woo, voyons John Woo, on va chercher dans le bottin, je sais pas comment on faisait à l'époque, s'il n'y avait pas Internet. Comment faisaient les gens à l'époque où il n'y avait pas Internet? On va demander au vidéoclub, vous avez d'autres films de John Woo? Et du coup, je veux dire, si tu aimes Volte-Face, tu adoreras le reste. Si tu l'aimes pas, peut-être que tu aimeras quand même le reste, mais bon, si tu l'aimes pas, tu n'iras pas voir le reste. Mais tu vois, Après, je pense que de tout temps, les gens ont eu plus de facilité à regarder du cinéma américain que des films plus. Enfin, d'autres pays tout court, quoi, en fait. tout à fait. Donc, il y en a qui regardent des films américains, ouais, c'est génial, merci, au revoir, quoi. Mm. Puis je le prends Oui, le oui, suivant, on passe à ça autre m'a chose. plu. Ouais. Ok. Ok, ben voilà, donc comme je disais, moi, un pur bonheur de regarder ce film enfin à mon âge. Par contre, il y a quelque chose que Est-ce je que dois te c'est dire, pas... que tu te Oui. rendras pas compte sur le coup, mais quand tu regarderas d'autres films d'action, tu te diras, mais qu'est-ce que c'est mou, mais qu'est-ce qu'il n'y a aucune chorégraphie, qu'est-ce que les mecs bougent pas, tu sais, ils sont là, je sors, je suis planqué, je sors pas, je me planque, je sors pas, et tu te rendras compte de toute la chorégraphie, de la physicalité des scènes d'action et tout, et tu verras. Je me le dis déjà pas mal depuis un moment, en effet. Mais oui, je suppose. The Killer qui a fait un peu parler de lui récemment. Il doit pas refaire un remake ou je sais pas quoi? Ouais, il y a un remake qui était en tournage à Paris, entre autres, hein, je sais qu'il y a des amis qui ont essayé d'être sur place. Par contre, ça a l'air d'être un remake différent, j'espère, et voilà quoi. Voilà ce Ok. que j'en attends. Et c'est pas John Woo qui le fait? Oui, mais voilà quoi. Voilà ce que j'en attends. Tu sais, quand tu touches à un film qui est très bon, John Woo, maintenant, il a je sais pas quel âge, il est malade, je crois en plus, il est pas au top. Oh. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as fait un super truc. Si tu veux faire un autre film d'action, pas de problème, appelle-le Flingue à la main, voilà, allez, on s'en fout, c'est un truc de merde. Ouais, appelle-le comme ça, appelle-le John Lefaible, Jean Faible, puisque c'est à Paris. Donc John Wick, hein, pour ceux qui sont un peu à la bourre. Donc appelle-le comme ça si tu veux, je m'en fous, mais touche pas à ce que tu as déjà fait qui t'a fait rentrer dans la légende. S'il te plaît, touche pas à ça. Ok. Ben écoute, ce qui nous amène au film suivant. Très bien. Ok. Et donc là, on part en l'an 2000 pour un film réalisé par Park Chan-wook, JSA pour Joint Security Area. Donc pareil, Park Chan-wook, dont j'avais dû voir, attends, je suis sur sa page wiki, oui, j'ai vu Oldboy, que j'avais vraiment beaucoup aimé, et qui d'ailleurs, Oldboy, que je reciterai un peu peut-être lors du prochain film, parce que à quel point il était truc. Ah, mais c'est bizarre, il me semblait avoir vu d'autres films de sa part, mais non, en effet, c'est le seul. Qui fait parler de lui également, JSA. Alors lui, pour le coup, je ne l'avais pas...
j'avais vu, pareil, ces affiches et ces trucs assez marquantes des militaires face à face, assez, des visuels très cool, quoi. Mais j'avais rien du tout. Juste pour la petite truc, il se trouve que j'ai vu le film sur la moitié ou les trois quarts en version française. C'est une petite précision, désolé. Voilà, il se trouve que parfois, je n'ai pas le choix, je ne suis pas tout seul à regarder des films. Pareil, petit résumé de Wikipédia, enfin synopsis. Dans un poste de garde situé du côté nord de la zone commune de sécurité, Joint Security Area en anglais, séparant les deux Corées à Panmunjeom, deux soldats de l'armée nord-coréenne, te moque pas, deux soldats de l'armée nord-coréenne sont tués par un soldat du Sud, le sergent Lee So-hyok, joué par Lee Byung-hun. Le Nord parle de tentative d'invasion, tandis que le soldat affirme avoir été victime d'un enlèvement. Cette affaire trouble donne lieu à un incident diplomatique majeur. Afin d'apaiser la crise, la Commission de supervision des nations neutres en Corée, composée de la Suède et de la Suisse, ça il va falloir qu'on en parle parce que pourquoi, envoie Sophie Jean, jouée par Lee Young-hae, Suisse d'origine coréenne, pour enquêter sur le terrain. Cette dernière rencontre le sergent Lee et découvre rapidement qu'il n'a pas été enlevé comme il le prétend. La suite du film raconte dans un long flashback l'amitié qui lie en réalité le T'en sergent racontes Lee et trop, son là. subordonné. T'en racontes trop, là. Ah ben ouais, mais bon. En fait, c'est un film, je vous explique. Arrêtez de vous poser des questions, regardez-le, c'est tout. Voilà. Laisse-moi finir quand même. Allez. Le caporal Oui, Nam, joué par Kim Tao-woo, a deux soldats du Nord, le sergent Oh, joué par la superstar Song Kang-ho, et le soldat Jeong, joué par Shin Ya-kyung, ainsi que les circonstances qui conduisent à la fusillade. Le démarrage du film m'a fait énormément penser, tu confirmeras ou infirmeras, à Le Silence des agneaux, avec cette petite gamine qui sort de l'école, assez frêle, et qui se retrouve avec une enquête beaucoup plus trop grosse pour elle, dont elle n'aura pas les épaules. Il se trouve que elle aura les épaules, hein, c'est la même chose que dans le Silence des agneaux. Mais voilà, le démarrage m'a fait beaucoup penser à ça. Waouh, quel film! Euh, j'ai pas vu le temps passer. C'était du bonheur, vraiment du début à la fin, des dialogues super savoureux, des moments de vie. Tu sais, t'as plein de moments ouais, le même film réalisé aux États-Unis ou peut-être même en France, tu le coupes de moitié parce que t'as les trois quarts des scènes, c'est juste des gens qui discutent et qui développent du relationnel. Et toi, t'es là, tu es content de voir ces gens devenir des amis. Tu te demandes est-ce qu'ils vont se trahir, machin. Il y a des moments de franche rigolade, notamment le premier contact avec le mec qui est en train de pisser et qui déclenche une mine. Ouais, désolé. Et voilà, c'est vraiment cool. L'enquête est cool, la réalisation est super bonne, et ça y est, on touche cette notion qui reviendra beaucoup. Alors ça y était pas trop, je trouve, dans le The Killer, bien que The Killer, vu que c'était un film romantique, il y avait un petit peu le côté ultra dramatique. Comment on appelle ça, les œuvres de théâtre grecques? Une tragédie. Une tragédie que voilà, tu savais, enfin, tu te doutais que ça allait pas très bien finir pour tout le monde, quoi. Et là, il y a une forme, je sais pas si c'est de tragédie, mais c'est dur moralement, c'est violent moralement. Euh, voilà, personne n'en sort indemne, bon, pour les survivants, quoi. Et c'est quelque chose qui va revenir, bah, ouais, dans tous les autres films, même le film indien, je trouve, où il y a, bah, c'est Christophe Gans qui disait dans le bonus d'un autre film, il disait il y a une forme de... Ah, j'ai perdu les mots. Ah, c'est affreux. Tu sais, quand on aime faire mal à quelqu'un. Sadisme. Ouais, non, bah alors peut-être pas, oui, peut-être pas jusqu'au point du sadisme, mais il y a une forme ouais, c'est injuste, quoi, de violence injuste envers les personnages.
Et voilà, JSA, c'était un bonheur. Alors, si je t'ai conseillé ce film, bah, peut-être que, comme je dis, tu l'avais vu, c'est parce que c'est Park Chan-wook. Et Park Chan-wook, à l'époque, en tout cas, c'était le plus grand réalisateur coréen. Et ensuite venait Bong Joon-ho, parce qu'on l'a découvert un peu après. Bong Joon-ho, D'accord. maintenant, chez nous, il est considéré comme un dieu, et c'est normal, hein, je ne nierai pas son niveau. Et Park Chan-wook, à l'époque, c'était incroyable. Mais, par exemple, je me souviens, lorsque sa trilogie de la vengeance, donc Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy et Lady Vengeance sont sortis, il y a un public qui l'a découvert, mais les gens, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas vu JSA, pardon, Ouais. qui pourtant était incroyable. Moi, c'était mon deuxième film coréen. Le premier que j'ai vu était moyen, et celui-là, je l'ai vu à l'époque quand il est sorti en DVD. Je me suis pris une telle claque et j'ai fait bon, je vais voir des films coréens dorénavant. Et j'ai trouvé ça fou, absolument fou. Park Chan-wook, depuis, s'est fait largement connaître aussi. Hein, comment il s'appelle déjà son dernier film? Là, j'ai un blanc. Excusez-moi, juste, Oui. je suis sur le site du synonyme.com, j'ai tapé sadique et le mot que je cherchais, c'était cruel. Voilà. Tout ça pour ça. Tout ça pour... Je suis désolé. C'est Mais cruel. Old Boy est Ouais. extrêmement cruel envers ses personnages également. Tout à fait. Mais Old Boy, on risque de faire le lien entre Old Boy et le dernier film, je pense. On risque de faire ce genre de lien. Ah oui, oui, oui. Quoi qu'il en soit, JSA, en fait, il incarne totalement le point fort numéro 1 du cinéma coréen. C'est pas le thriller, comme pensent certains, c'est pas le film d'action, ils sont même pas très très bons niveau film d'action. Je dis pas qu'ils ont pas fait des bons trucs, mais globalement, c'est pas leur point fort. Le point fort historique de tout ce que vous voulez du cinéma coréen, c'est le drame. C'est le drame. Quand il y a du drame, ces mecs, ils sont incroyables ici. Et ce film, ce qui est très très fort aussi, c'est que c'est un film coréen. C'est-à-dire tu peux pas le faire dans un autre pays. Enfin, peut-être un ou deux, mais je veux dire, globalement, c'est une thématique ultra coréenne. Tu peux pas Surtout faire qu'il est... un remake américain. Oui, Ouais, il est pertinent encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, quoi. Plus de 20 ans plus tard. Oui, à la limite, tu peux le faire en parlant historiquement de Berlin-Est et Ouest. Enfin, voilà. Alors, j'ai pas vu le film, mais je pense qu'un des films peut-être qui pourrait ressembler, ce serait peut-être Joyeux Noël, tu sais, le film français, là, où, Ah pendant ouais, la guerre alors je mondiale. l'ai vu, oui. Oui. Il y aurait peut-être un petit lien entre ces deux films, tu vois. Hmm. Mais je l'ai pas vu, donc je peux pas en parler. Non, oui. Mais c'est un pur drame, très coréen. Et tu sens la souffrance de la Corée dans ce film. Tu vois, ce côté que tu sens que ça leur fait mal. C'est pas sadique, c'est cruel. Ah, quel humour. Non, mais tu sens que ça leur fait mal. Et j'aime bien que ce soit pas justement un thriller et tout, c'est que c'est coréen, dans l'âme, dans tout ce qu'ils ont. Et je me souviens aussi que j'ai eu la chance de voir ce film peu après avoir vu le James Bond qui s'appelle Meurt un autre jour, qui traite les relations de Corée du Nord, Corée du Sud, avec le cul, mais vraiment en mode balèque. Et quand tu vois ce film, tu fais ah ouais, c'est quand même un autre niveau. Quoi. C'était quelque chose, Meurt un autre jour. C'était un autre niveau. Au niveau de la gestion de ça, c'est quand même un autre niveau. Ouais. Et cette scène, cette résolution finale, la confrontation des deux, sous la supervision de l'enquêtrice, qui est waouh, intense, tellement un truc. Et puis, juste ne serait-ce que la fin, vraiment les dernières images avec cette photo qui dézoome, c'est une merveille, quoi. Tu pleures quand tu C'est un regardes film, ça. voilà, c'est un film, alors pour le coup, je l'ai acheté pour le regarder, celui-là, et j'ai très très hâte que mes enfants soient suffisamment grands pour le regarder, là, dès qu'ils ont 13 ans. Je leur montre. Est-ce que tu sais, alors je suppose que c'est historique et réel, la commission de supervision des nations neutres en Corée, pourquoi c'est composé de la Suède et de la Suisse? Alors, je suis pas un expert. Déjà, parce que la Suisse et la Suède sont des pays neutres. C'est pour ça. Alors, je suis pas un expert, mais j'avais entendu dire que la personne qui était en charge de cette zone démilitarisée, d'ailleurs, en tant que fan de Star Trek, t'as dû kiffer. Hein. Maintenant que j'y pense, t'as dû faire. Mais voilà, tu peux faire un remake dans l'espace. Un remake. Oui, mais là, ça me vient pas, mais il y a probablement un épisode de Star Trek qui fait un peu ça. Sans doute. Mais tu vois, ce que je veux dire, le fait que ce soit de la fiction, ça peut être cool, mais il n'y aura pas cette aigreur, cette tristesse profonde. Tu vois. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire Désolé. J'ai entendu dire que la personne en charge vraiment de cette zone démilitarisée était en fait un général de l'armée suisse ou quelque chose comme ça. D'accord. Mais après, j'avoue que j'ai pas spécialement creusé le truc, mais c'est en gros. Non, mais voilà, c'est juste que ça me...
Tu sais, c'est le genre de truc où justement tu es habitué à voir des Américains, quoi. Et donc c'était cool que ce soit pas des Américains. Je vois bien les Euh, Américains faire les modérateurs entre les communistes et ouais, ouais, oui, c'est vrai que vu comme ça. Donc voilà, non, c'était très cool. Merci pour JSA. Je parlais du mot cruel à ce moment-là, en fait. Bon, là, je l'ai perdu ce soir, désolé. Mais à ce moment-là, il ne m'était pas venu, mais il y avait quand même la sensation de truc. Il y a quelque chose qui touche les personnages et qui est dur, très très dur. Et je n'arrivais pas à mettre le mot sur le truc. Et le mot cruel m'est venu lors du visionnage du film Harakiri ou Seppuku en version originale de 1962, réalisé par Masaki Kobayashi. Cette fois, le résumé, le synopsis vient de IMDb parce que Wikipédia racontait tout. Donc, Tsugumo, joué par Tatsuya Nakadai, un miséreux ronin se rend dans le palais du seigneur de la région pour se faire seppuku. Il souhaite, avant son suicide, raconter son histoire et ses liens avec la précédente personne ayant fait harakiri dans ce lieu. J'adore parce Euh, qu'ils disent c'est beaucoup une fois, Harakiri la fois d'après. Ils savent pas Alors quelque chose. non, c'est parce qu'en fait, j'ai pris sur IMDb américain et j'ai traduit et je pense que c'est moi qui ai traduit Seppuku et j'ai pas vu Harakiri et je l'ai raté. Désolé. Je En pense gros, que c'est moi qui ai. seppuku, c'est la vraie prononciation d'Harakiri. Harakiri, c'est du japonais, mais c'est pas le cérémonial de s'ouvrir le ventre. Le vrai hara, c'est le ventre, kiri, tranché, mais seppuku, c'est le terme traditionnel pour C'est le suicide voilà, par Harakiri, quoi. voilà. Ok. Alors, pour le coup, je vais évoquer Kurosawa évidemment parce que c'est dont j'ai vu, c'est peut-être le réalisateur asiatique dont j'ai vu le plus de films parce que j'avais vu la Rashomon, ah ça y est, Les bien évidemment je samouraïs, perds oui, tout. le garde du corps. Oui, le garde du corps, merci. Voilà, les 7 samouraïs, le château de l'araignée. Bref, tous. Parce que bah, comme j'étais très influençable adolescent, quand j'ai vu les bonus de Star Wars, ça disait ouais, ils ont adoré machin truc. La Et donc forteresse j'ai cachée regardé tout ça. pour Star Wars. Comment? La forteresse cachée pour Star Wars. La forteresse cachée, ouais, la forteresse cachée aussi qui est super cool. Et donc, moi je me suis dit, cool, du Shambhala, je vais trop kiffer. Et j'ai kiffé, j'ai kiffé. C'était génial. Mais en effet, là, le mot qui vient très, très, très rapidement, c'est la cruauté dont font preuve les personnages, et je pense le réalisateur aussi envers ces personnages. Mais est-ce que tu Waouh! connais le fond du film? Je pense que Christophe Gans l'explique, mais est-ce que tu sais quel était le message que voulait faire passer le réalisateur? Non. S'ouvrir le ventre, c'est pas bien. Non, non, c'est pas ce qu'il voulait faire passer. Prenez du En spectacle. fait, Kobayashi, c'est un gars qui a fait la guerre mondiale. Et quand il est revenu de la guerre mondiale, il n'était pas très satisfait de tous ces embobinements en mode il faut y aller pour la patrie. En fait, beaucoup de films post-guerre mondiale critiquent beaucoup tout ce qui est la hiérarchie traditionnelle. Hmm. Le code du samouraï, allez, il faut se battre pour ton maître, il faut donner ta vie pour ton maître, blablabla. Et en fait, Kobayashi, dans ce film, il défonce les codes du Bushido en disant tout ça, c'est de la merde. Donc en fait, c'est un film qui fait référence à la guerre mondiale. D'accord. Ok, ok, ok. Et mais, oui, d'ailleurs, là-dessus, c'est bien que tu aies parlé du Bushido parce que justement, c'est un peu un film un peu révolutionnaire hein, où les personnages vont à la contre de ces fameux codes. Il y a moi, je suis pas mal de podcasts, notamment un qui s'appelle Scepticisme scientifique, dans lequel on a des spécialistes du Japon historique qui disent le Bushido, on devrait appeler ça du bullshit-do, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été euh, rapportées qui n'étaient pas exactement vraies, machin. Et j'étais content de voir. Alors, moi, je ne prendrai pas parti parce que je n'ai aucune connaissance historique ou quoi que ce soit, mais j'étais content de voir un film japonais réalisé par des Japonais avec des Japonais et Japonaises et qui disait ouais non on va se calmer quand même avec toutes ces histoires de code et de morale et de machin truc et on va faire autre chose et voilà et puis quel combat quoi le combat sur dans la vallée avec le vent c'est beau. Tellement beau C'est cette scène.
C'est Incroyable. incroyable. Beh, de toute façon, c'est la scène un peu emblématique, hein. Quand tu tapes le nom du film sur internet, c'est les images que tu vois Ouais, le je vois que plus. Sergio Leone, il a pas vu que Kurosawa dans sa vie, hein. Et 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 voilà et puis tu as envie d'y croire et puis quelque part, toi aussi tu prends jeu à la cruauté parce que tu sais très bien que lorsque Tsugumo va s'énerver et rentrer dans la guerre, dans le combat, il a aucune chance. Il y a 95 000 personnes en face de lui. S'il en tue 2, c'est bien. Au résultat, je crois qu'il en tue 8 avant de tomber, un truc comme ça. J'ai voulu compter. Et c'est déjà énorme, quoi. Il a foutu la frousse à tout le monde et donc il a fait quand même passer son message. Et ça, c'est assez cool, quoi. Il a bien fait flipper le seigneur. Et voilà, donc on met un terme au shogunat, on met un terme au ronin et au samouraï. Enfin, c'était incroyable, quoi. Et un film de 62, je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais au contraire à un film hyper respectueux. Petit plus pour du coup, pareil, je l'ai vu en Blu-ray. Il a été vachement bien remasterisé. On voit, il y a des chouettes plans. Alors c'est un film très fixe, hein. Beaucoup de plans fixes avec des personnages qui ne bougent presque pas. On a presque limite des peintures ou des photos de personnages qui sont assis, qui ne se regardent même pas forcément toujours et tout, et qui parlent, ils bougent à peine leurs lèvres. C'est merveilleux, c'est un bonheur à regarder. Et les rares moments où il y a des mouvements de caméra, on voit une espèce de léger flou. Donc je me dis qu'ils ont pris la pellicule, qu'ils l'ont rescannée et on voit des choses qu'on ne devait pas voir à l'époque. Bref, et c'est merveilleux, quoi. Les décors sont beaux. Les acteurs sont excellents. Alors, j'ai oublié de le dire, mais dans The Killer et dans JSA, tout le monde est bon, hein. Tout le monde est excellent. De toute façon, on va pas se mentir. Ouais, là, les 6 films, bon, ce sont des réussites, mais en plus, tous les acteurs et actrices sont très, 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 très bons. J'ai pas de bémol sur l'ensemble de la sélection. Harakiri, t'as kiffé toi aussi, je suppose. Pourquoi ce Un tout film? petit peu, un tout petit peu. Alors, tu as dit plusieurs choses intéressantes. Alors d'abord, juste un petit mot sur les acteurs des autres films. Chow Yun-fat, qui est pourtant un mec qui fait le con dans plein de films, il a tellement la classe dans The Killer. Ouais. C'est un acteur qui est incroyable. Song Kang-ho, par exemple, dans JSA, c'est devenu un de mes acteurs préférés au monde, bien avant Parasite, hein, je tiens à vous préciser. Et c'est un Ah, acteur... moi, c'est dans Dernier Train pour Busan, hein, c'est là que je l'ai découvert et à chaque fois que je l'ai revu. Je me rappelle plus, il est dans ce film. Le dernier train pour Busan, Ouais, il a c'est rien. le mec qui a son épouse enceinte. Je me rappelle même plus. Ouais, C'est pas le film qui m'a le plus marqué. Mais quoi désolé. qu'il en soit, il est incroyable et il est capable de te faire rire, de te faire flipper. Enfin, encore un acteur incroyable, C'est vraiment. génial. Ça, oui, là, c'est. Et Tatsuya Nakadai, c'est sans doute un de mes acteurs préférés au monde. C'est sans doute un de mes acteurs préférés au monde. Il a une gueule, une intensité, et en plus, c'est un caméléon d'un film à l'autre. Je le trouve D'accord. incroyablissime, cet acteur. Je le surkiffe à ne plus savoir qu'en faire. Si j'étais gay, je vous dis pas ce que je ferais dans mon lit en pensant à ce gars-là. Bref, voilà, maintenant on est bloqué. Donc, je disais Non, donc moi, ça me va. plusieurs choses. D'abord, Takeshi Miike a fait un remake de ce film. Là, on parle bien de l'original. Ouais. Le film de Takeshi Miike est très bien, parce qu'il a un sacré modèle, et Miike, il a repris des trucs corrects. Miike a fait un truc très intéressant, c'est qu'il a changé un peu le point de vue du film, pour ne plus en faire un film qui critiquait la guerre mondiale, parce que de nos jours, c'est peut-être moins d'actualité, mais pour faire un truc justement sur les problèmes sociaux et économiques. D'accord. Justement, la lutte des classes et tout ça. Donc, son changement de point de vue est vachement intéressant. Par D'accord. contre, j'étais très déçu dans le remake, parce que le fameux duel qu'on a dit entre Tatsuya Nakada et Tetsuro Tamba, eh ben, il est tellement expédié dans le remake que j'ai fait quoi, c'est pas possible. Et Oui. il est pas si long que ça, hein, dans le film original, hein. Il Non, dure 2 mais minutes. en fait, c'est Et là il est qu'on voit intense, ça, par contre. justement que Léon a repris beaucoup du cinéma japonais. Tu sais, t'as tout ce moment où ils marchent l'un derrière l'autre, l'un à côté de l'autre. Il y a toute une Hmm. montée en puissance. Et le combat en lui-même, c'est pas que ce soit la chorégraphie du siècle et tout, mais c'est du pur cinéma. Tu Ouais. ressens la tension. Tu as parlé de la mise en scène. Le cinéma japonais, en tout cas de l'âge d'or, que je surkiffe, c'est un cinéma qui est magnifique et qui est presque sobre, très épuré, comme ça, presque. Mais tu sens que sous ce côté presque placide, j'utilise des termes techniques pour faire semblant qu'on a du vocabulaire, sous ce Ah côté putain, placide, désolé, les cloches. donc sous ce côté placide, tu sens qu'il y a un volcan en éruption. Tu sens qu'il y a de la violence, que ça va faire boum. Et d'ailleurs, Tarantino a repris ça du cinéma japonais, c'est-à-dire ce côté calme, et tout d'un coup, bam, explosion de violence.
et bam, tu vois, c'est vraiment bam, et ça repart. Qui est quelque Ouais. chose qu'on a dans le cinéma japonais, film de Yakuza, tout ce que vous voulez. Donc, tu as parlé du fait que tu étais content de voir un film japonais qui critiquait les codes du Bushido. Alors, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, la plupart des films japonais font ça, en fait. Ah, d'accord. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Le Dernier Samouraï, qui est un film que je surkiffe, Ouais. Le Dernier Samouraï, je suis ultra fan, hein, cherchez pas, mais on sait que c'est un peu, en plus d'être américanisé pour simplifier l'histoire, c'est un peu... Et c'est pas juste américanisé parce que, oh mon Dieu, ils ont mis un Américain au lieu d'un Français, ah, quelle trahison. Lisez des livres d'histoire. Ou regardez ma vidéo, je vous explique tout, d'ailleurs, je fais ma pub. Oui, Non, oui, mais... oui, foncez voir. Abonnez-vous à la chaîne du Beau Parleur, hein, de manière générale, c'est très intéressant. Et donc, le Shambara, alors, Shambara, Jidai Giki, on va les séparer. Quand j'ai fait des vidéos sur le cinéma japonais avec des experts, ils me sortent encore des termes, jamais entendu, plus précis. Il faut savoir qu'au Japon, tout a un terme. Par exemple, parce que je l'ai sous la main, je profite aussi, Zatoichi, ici présent. Zatoichi, c'est pas du Shambara, c'est des films de Yakuza en costume, c'est encore un autre terme. Donc, vous voyez, non, c'est du Japon. Hein, c'est les fans de manga, vous savez, il y a Shonen, il y a machin. Le Japon, c'est tout bien rangé. Hein. Bien, bon Donc, pour toi. Shambara, c'est film de sabre. Chancham Barabara, paraît-il que c'est l'onomatopée d'un sabre qui coupe de la viande. D'après D'accord. certaines autres personnes, paraît que c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est ça. C'est le combat. Jidaigeki, ce sont les films en costume. Donc on pourrait dire que le Shambara est un sous-genre du Jidaigeki. Pour moi, Kurosawa, c'est plus du Jidaigeki. Mais certains D'accord. films comme Yojimbo Sanjuro, on peut se poser la question. Voilà. De toute façon, le but, c'est pas de savoir qui a raison, on s'en fout. C'est juste de dire que là, on est beaucoup plus dans le sabre, toi, on est dans le Shambara, toi, on est beaucoup plus dans cette violence. Et c'est un truc qui est très intéressant dans le cinéma japonais, c'est que le sabre, dans le cinéma japonais, c'est toujours le signe d'une décadence. Parce que le sabre donne la mort, et toi-même, tu t'enfermes, enfin, celui qui l'utilise, s'enferme dans une spirale mortifère, mortelle, je sais pas comment dire. Là où, justement, si tu le compares avec son cousin, c'est-à-dire le western italien, le western italien, il n'a pas ça. On rigole de la mort, il y a un petit côté ironique comme ça, sarcastique, mais il n'y a pas ce côté, le flingue mène à l'autodestruction. Dans le cinéma japonais, c'est très présent, ça. D'ailleurs, même Zatoichi, hein, c'est de la souffrance tout le temps. Donc, je pense que tu vas beaucoup aimer le cinéma japonais, à tel point que tu vas te dire, ah ouais, ils s'aiment pas, hein, ils s'aiment pas beaucoup, les mecs. Parce que, j'avoue, je crois que j'ai vu un film, je les ai pas tous vus, hein, mais je crois que j'ai vu un film de samouraï en mode étincelant. La plupart du temps, c'était plutôt de l'autocritique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y D'accord. a pas des samouraïs Bah, qui ont des bonnes intentions, mais il y a beaucoup d'autocritique de ce qu'est le samouraï, de ce qu'est la hiérarchie, comme j'ai dit, post-guerre mondiale, hein, ça beaucoup. Hein. Mais globalement, c'est présent depuis longtemps dans l'histoire du cinéma japonais. Oui. non, mais j'allais dire jusqu'à même, ouais, encore aujourd'hui, puisque j'ai découvert il y a 2 ans, un truc comme ça, la trilogie Kenshin. Alors, il y a les 2 suivants sur Netflix, je les ai pas encore vus, mais là aussi, le samouraï, pour le coup, il essaye de, enfin, je sais pas si c'est des samouraïs, voilà, Kenshin, il essaye de combattre qui il était dans le passé, et toutes les personnes qu'il rencontre sont de vils salopards, euh, voilà, qui vit par le sabre périra dans le sang. Je sais pas. Et ça, c'est la définition du Shambara, d'ailleurs. C'est vrai? Vivre et mourir pour et par le sabre. C'est comme ça qu'on le définit de Ah, manière un peu waouh, t'as vu ça? vulgaire. Je balance des trucs au hasard. Je m'étais dit c'est du MC Solar, mais non, en fait c'est du Shambhala. Peut-être que M. Je suis Solar trop a bon. donné la définition du Shambara, on sait jamais. mais, ouais, voilà. Après, bon, Kenshin, tu vois que les combats de Kenshin sont un peu plus chorégraphiés, un peu plus... Oui, 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 bah Ça vient d'un c'est manga, c'est un peu plus plus fun moderne. que. Là où le Shambara traditionnel, c'est ce que j'aime, c'est qu'il y a ce côté, justement, pour ceux qui ont l'image du western, face à face. Bam, on se tue, et puis peut-être, on reprend la distance. Mais rentrer dans la distance de coupe, c'est je peux me Ouais, couper, mais je peux me couper. Et si tu me touches un peu, c'est pas juste, c'est pas grave, non, j'ai une blessure qui peut s'infecter, et tu m'as coupé un bras, c'est la mort. ouais. Et ça, c'est génial. Donc le cinéma japonais, je trouve qu'il a ce côté-là, qu'il est très autocritique, là où justement certains films passent leur temps à se caresser dans le sens du poil en mode ah, qu'est-ce qu'on est beau, etc. etc. Et c'est un truc qui me fait vraiment aimer le cinéma japonais, cette autocritique post-guerre mondiale, même un Godzilla par exemple, c'est une critique post-guerre mondiale, tu vois. Ouais. Mais en règle générale. Et c'est ce que j'ai envie de dire, c'est d'un certain côté, alors que les Japonais sont très patriotes, hein, faut pas croire, hein, mais le cinéma japonais, après, c'est un côté humble à ce niveau-là, tu vois, que j'adore.
Ok. Je profite Euh, aussi, puisque tu en as parlé, le bonus sur le Blu-ray de Christophe Gans, c'est incroyable pour cerner le film, la situation historique et tout. De toute façon, Christophe Gans, quand il parle, c'est incroyable. Donc voilà. oui. Ben voilà, non, et puis j'étais content parce que du coup, il a confirmé ce que je ressentais et je suis assez fier de moi. Harakiri Seppuku, c'était super cool. Je voulais juste dire aussi que dans la liste, dans les premiers que je t'ai envoyés, je me suis dit, c'est peut-être celui qui est le moins fait pour toi. Je me suis dit, C'est c'est vrai. celui qui est peut-être un peu moins dramatique, un peu moins arty d'une certaine manière. Putain, il est hyper dramatique pourtant. Non, mais dramatique dans le sens, comment dire, dramatique dans le sens noble du terme, tu vois, le bon drame. Là, c'est du drame un peu en mode, vous allez tous mourir, bande de cons. Ah non, mais oui, oui, non, mais Et moi, puis, ça m'a... il a une grande morale, le film, quand même, c'est si vous devez vous faire seppuku, évitez de le faire avec un sabre en bois, s'il vous plaît. Ouais, en bambou, c'est une horreur. Ah, mais Et la quelle scène horreur, était cette scène. incroyable. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait, waouh, qu'est-ce que je regarde. Ah ouais, c'était horrible. Horrible. Ah, Je profite. Kobayashi, le réalisateur du film, regardez ses autres films. Regardez La Condition de l'homme, dont la première, il est en 3 parties le film. La première partie, je vais juste m'arrêter sur les 2 premières. La première partie, c'est la liste de Schindler version japonaise, avant la sortie de la liste de Schindler. La deuxième partie, c'est Full Metal Jacket, avant la sortie de Full Metal Jacket. Et d'ailleurs, il y a même un truc qui fait croire que Kubrick l'aurait peut-être vu. Hein. C'est un faiseur de chefs-d'œuvre. Kobayashi, j'ai vu quelques films de lui, parce que sur toute la liste, il y en a très peu qui sont sortis chez nous. À chaque fois, c'est pas « ouais, c'est bien », c'est « j'ai vu le film ultime de l'humanité ». ok. Ouais, oui, c'est vrai que la liste est longue en plus. Ok. On arrive en l'an 2000. On retourne en l'an 2000. Et là, on va faire un truc. Je vais vous faire juste... tum, 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 tum. Qui Voilà, est tout une le monde a musique reconnu. Non, personne n'a reconnu, parce que si les gens reconnaissent, ils doivent savoir que ça vient d'un film japonais, à la base. Ah, alors attends. On y Ah, va dans une minute. On est en l'an 2000, un film de Wong Kar-wai. Vous avez tous et toutes reconnu. In the Mood for Love. Comment ça? hein. C'est avant d'être dans La In the musique Mood for s'appelle Love? Jumeiji Theme, en chez nous, on va dire. Je pense que là-bas, elle doit s'appeler autrement. Et en fait, c'est une musique qu'il a repris d'un film japonais comment il s'appelle, de Seijun Suzuki, qui s'appelle Jumeiji, qui est sorti d'ailleurs en Blu-ray dans la trilogie, je crois qu'elle Jumanji? s'appelle. Non, Non, pas pardon, Jumeiji. désolé. Yumeiji. Et qui, comment s'appelle cette trilogie? Enfin, elle est sortie en Blu-ray chez Zoom. Rezoom, mais bon, ce sont des films assez chiants, je ne vous le cache pas, hein, sauf si vous aimez bien le cinéma comment on appelle ça, bien d'auteur dans le stéréotype du cinéma d'auteur, hein, c'est pas facile, pourtant c'est Jun Suzuki, il a fait des œuvres absolument incroyables, mais là j'ai vraiment galéré. La trilogie Taisho, voilà, j'ai trouvé la trilogie Taisho, et donc cette musique vient de ce film de Suzuki, et plein de fois j'entends « Ah, c'est le thème de Wong Kar-wai !» Voilà. Ah ouais, mais bon. Donc il l'a vulgarisé, il l'a amené à tout le monde. Il a occidentalisé, non, il l'a emmené chez nous, oui. Ouais, non, mais c'est juste. Résumé de IMDb que j'ai coupé parce que ça révélait tout. Deux voisins se lient d'une amitié profonde lorsqu'ils soupçonnent les activités extra-conjugales de leur conjoint, joué par la superstar Tony Leung et par Maggie Cheung, les deux exceptionnels. Tony Leung qui a fait l'actualité là, il y a 2-3 jours, j'ai vu passer sur Internet. Il a gagné, c'est à Venise ou je sais plus où, il a gagné un prix pour toute sa carrière. Et, Alors qu'il est super jeune. Hein. il a l'air jeune parce qu'il est asiatique, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais non, Quel non, âge il il est a? plus si jeune que ça. Mais depuis qu'il a fait Shang-Chi, il a prouvé au monde que c'est un acteur incroyable. Non, mais d'ailleurs, dans Shang-Chi, c'est le meilleur acteur du film, entre nous. Mais non, Tony Leung, c'est un acteur incroyablissime, hein, capable de jouer de tout. Il a fait de la comédie, de l'action, du drame. Non, c'est vraiment un excellent acteur. Donc, il y a plusieurs Tony Leung dans le cinéma d'Hong Kong, hein, et lui, c'est Tony Leung Shuai. D'accord. Mais Partout où je le vois, il est bon. Mais si par hasard vous avez peur en disant zut, j'ai acheté un film avec l'autre, là, c'est pas Shuai, c'est Kafai, il n'y a pas de problème, il est aussi très bon acteur. Ça tombe bien. C'est bien Tony Leung qui joue dans les deux films là.
Kung Fu Hustle et comment il s'appelait Non, je me trompe. Kung Fu Hustle, c'est Stephen Chow, normalement, si tu parles de l'acteur principal, Stephen Chow. Ah non, c'est Stephen Chow, pardon. Non, j'ai dit une bêtise. Mais Alors non, tu l'as il vu, joue par dans exemple, Hero, tu l'as vu dans Les excellent, et Trois dans Royaumes. Infernal Affairs, que j'ai découvert récemment et qui était un bonheur. Désolé, je dis des bêtises. Tu l'as vu dans Les Trois Royaumes. Et dans Les Trois Royaumes, oui, c'est vrai. Pardon, désolé. Excellent. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Excellent, c'est bon, passons à autre chose. In the Mood for Love, Wong Kar-wai, j'ai l'impression que c'est deux mots qui sont... cinéma, même pas cinéma asiatique, mais cinéma de manière générale. Tu entends très rapidement In the Mood for Love, Wong Kar-wai. À savoir, moi, j'ai découvert via cette musique, je suis désolé, donc le Yumeji's Theme, parce que je sais plus quoi, au fil des recommandations YouTube, je me mettais de la musique en fond et il existe une vidéo de 1 heure qui le met en boucle, que j'écoutais de temps en temps, que j'écoute encore de temps en temps très rarement, mais à une époque je l'écoutais beaucoup. Et en fait, ce qui s'est passé, juste quand même pour la petite histoire, cette vidéo, elle est mise en image par un dessin d'un artiste chinois qui vit en France, qui s'appelle Xiao Xingjian, qui est également un auteur d'un livre que j'ai bien aimé, qui s'appelait La montagne de l'âme. Bref, et voilà. Et In the Mood for Love, ça fait partie de ces films que je savais qu'un jour ou l'autre, il fallait que je voie dans ma vie et que j'ai en Blu-ray, mais depuis super longtemps. Un joli coffret en plus, que j'ai depuis super longtemps. Et je sais pas, j'avais jamais l'occasion. Déjà, un truc qui m'a vachement motivé, c'est qu'un jour, c'était pas là, mais un jour, j'ai regardé la 4e et je vois durer 90 minutes. Je dis, ah putain, c'est court en fait, ça va pas être. Même si c'est chiant, quoi, ça va. 1 heure et demie, je peux sacrifier 1 heure et demie de ma vie pour un film. Bon, bref, voilà. Et donc, il est assez court, n'en ayez pas peur. Et punaise, mais quel bonheur ce film. Waouh! À nouveau, un petit peu de cruauté qui vient. Incroyable travail de la mise en scène, l'art du filmage de l'image en elle-même, mais la mise en scène temporelle également. Il y a des ellipses. Il y a des moments où on croit qu'il y a des ellipses, mais c'est pas des ellipses. C'est quelle réalisation, c'est incroyable. Et j'ai kiffé ce film du début à la fin, sauf petite retenue vraiment sur la toute fin, quand il part en Thaïlande, changement de manière de filmer. Ouais, je sais pas trop comment exprimer, mais ouais, un petit truc qui m'a semblé clocher là-dessus, mais enfin bon, par rapport à tout ce qu'on a pris jusqu'à là, c'est pas bien grave. Ben, en fait, moi, c'est le film duquel j'aurais le plus de peine pour dire des choses, parce que je l'ai vu il y a très longtemps, pour être honnête. Mais il m'avait collé une de ses tartes dans la gueule. Voilà. Ouais. C'était un film, en plus, voilà, je me suis dit, toi, il y a un côté, ça, c'est un pur drame, tu vois. Alors, parmi les choses intéressantes à savoir sur Wong Kar-wai, c'est que Wong Kar-wai, il a une manière de filmer qui est très particulière. C'est-à-dire que le monsieur, il n'a pas vraiment de scénario. Il commence à tourner son film et après il se dit tiens, mais si le personnage faisait ça, ah bah tiens, on va le filmer. Et s'il faisait plutôt ça, bah tiens, on va le filmer. Et s'il faisait plutôt ça, ah bah tiens, on va le filmer. Donc tu vois, et après il se dit ah non mais en fait cette idée là, non ça mais je continue avec cette ligne là. Il paraît que plusieurs acteurs se sont déjà plaints d'être complètement paumés, de plus savoir où ils en étaient dans le film, plus savoir ce que racontait le film. Et c'est pour ça qu'il met beaucoup de temps à faire des films. D'accord. C'est aussi ce qui explique peut-être que, tu vois, le film, à la fin, tu as quand même l'impression qu'il est un peu... Il y a des trucs peut-être qui ne sont pas totalement... Ou tu as peut-être cette sensation de... Comment dire ça de... D'inachevé? Ouais, d'inachevé. Ou soit tu te dis, ah, c'est un artiste, alors il veut nous faire comprendre des trucs, ou alors tu te dis, il y a peut-être des trucs qui sont un peu... Tu sais, on passe d'un truc à l'autre qui peuvent paraître bizarres. Mais la musique du film, qui vient d'un film japonais, certes, mais elle est incroyablissime. Hein, je suis désolé. En plus, ça marche superbement bien, parce que tu as le ralenti quand ils se croisent dans les escaliers, Ouais, donc ça marche les pas. Oh là là, ça marque les pas, je veux dire. Oh là là, c'est incroyable. Les acteurs, ils sont à tomber. Ils sont à tomber. Et la mise en scène, comme tu as dit,
En plus, c'est esthétique, mais il y a aussi un peu de recherche. C'est pas juste je refais les trucs classiques. C'est vraiment un film qui va chercher l'esthétique. Et après, ça, c'était mon interprétation, qui je sais n'est peut-être pas l'interprétation du film. Moi, j'ai beaucoup aimé le questionnement du film sur qu'est-ce que le véritable amour. Où est Ouais. l'amour dans le film? Parce que, en gros, c'est des gens qui se font cocufier. Et après, ils se disent, bon, parce qu'ils nous ont cocufié, peut-être qu'on va se cocufier aussi. Non, mais en gros, il y a une attirance qui se crée. Et il y a un peu cette question de qu'est-ce que l'amour? Est-ce que ce qu'on a vécu était vrai? Est-ce que c'était faux? Pour la petite histoire, je reviens au jeu. Wong Kar-wai avait même prévu de faire jouer les amants des deux personnages principaux par les mêmes acteurs, mais inversés. Ah, Alors, je te laisse deviner le casse-tête. Tu vois, il a dû tourner des scènes. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, il y a une scène où tu crois que le personnage parle à son féminin il parle y, à a- son mari. il y en a plein, il y en a Et, plusieurs hein, scènes comme ça. en tout cas, il y Ouais, en a une qui m'a marqué, c'est pour ça. Et en ouais, fait, tu vois que c'est l'autre acteur. Et heureusement, ils ont ouais. tous l'autorité perdue, tu vois. Mais tu Et vois, c'est dire un peu voilà, les ça directions. c'est assez génial. Ouais, il y a des moments où tu te dis, oh, elle le confronte. Ah ben en fait, non, pas du tout. C'est incroyable. Mais vraiment, super cool. Il joue à plein de trucs. Et d'ailleurs, même. Alors, dans le résumé IMDb, j'étais un peu, quelque peu désolé de voir le mot une amitié profonde, parce que ça sous-entend quand même que le mec qui a fait le résumé a pris parti. Ouais. On ne sait pas où en est leur relation. D'accord. On ne sait pas si elle est réellement profonde. On sait, on sait- ah oui, d'ailleurs, chose à dire absolument, parce que sinon je vais me faire engueuler si je le dis pas. Mon épouse, elle le regardait. Mon épouse a fait elle n'a pas fait des études de cinéma, mais il y avait un parcours cinéma dans ses études. Et pendant le film, elle me dit, mais il y a une suite à ce film, c'est 2046, c'est ça? 2046? 2048? 46 ou 49, je ne sais plus. Bon, bref, 2046, machin, un truc. Et en fait, elle se souvient très bien avoir vu ce film, les deux, hein, In the Mood for Love et sa suite, euh, en cours de cinéma, et avoir entendu, parce que ça, c'est un des points de désaccord qu'on a assez régulier, elle et moi, quand on parle de ciné. Elle fait partie de l'école qui dit que chaque plan doit avoir un sens, chaque plan a un but dans un film. Et bon, là, clairement, hein, dans In the Mood for Love, oui, on va pas, tout est calculé, tout est millimétré, tout a un sens, tout est fait pour véhiculer une certaine émotion, c'est certain. Mais dans le cinéma, de manière générale, je ne pense pas. Mais bon, voilà, et C'est vrai que c'est ce qui fait la c'était rigolo. différence entre un grand réalisateur et un Marvel. Voilà. Enfin bon, bref. Donc voilà, In the Mood for Love, que j'ai vu en VF pour le coup, et je suis surpris. Alors, ça, ouais, je préviens du racisme potentiel des Français. En fait, à chaque fois que je regarde un film asiatique, il est souvent bien doublé. J'ai l'impression. Enfin, bien doublé dans le sens où on cherche un peu à être sympa, quoi, pas à faire des accents pourris. J'ai vu Bon, un voilà. vieux film de Hong Kong, je pense qu'ils ont retrouvé le vieux doublage ou je sais pas quoi, et c'était à mourir de rire, mais Et en ça, même temps, pas que de ah rire. oui. Il y a certaines, oui, voilà, il y a une certaine époque, mais bon, là, on est quand même dans les années 2000. Et donc voilà, que j'ai vu en partie en VF, pareil, mais bon, bref, c'était un bonheur. Je vous conseille très vivement In the Mood for Love. On pleure moins. C'est celui où j'ai le moins pleuré. Mais Enfin, j'ai pas j'ai pleuré. une question, est-ce que tu parles le cantonais? Non. D'accord, mais est-ce que tu parles espagnol? Un poquito, D'accord. entiendo. Alors, dans le film, il y a une musique en espagnol. Oui, Et ce qui est beau, c'est que si tu écoutes les paroles et tu regardes les images, mais ça correspond à 100%. je me souviens plus. Oui, non, mais pour te dire. Moi, je me souviens que ça m'avait fait bim, parce que j'entends, je comprends. Et je regardais, je faisais. Ah putain, mais même pour une langue étrangère, toi, que peut-être le mec parle pas, Il a toi, qu'il aurait choisi. pu mettre, il fait des plans qui correspondent à peu près à ce qui se dit. Toi, j'ai vu ça, je me suis dit, wow, laisse tomber. C'était ultra calculé. Je t'avoue que je préfère ce film à sa suite, qui est aussi très esthétique, qui est le deuxième film de Wong Kar-wai que je préfère, mais que j'aime moins. D'accord. Ok. Ah oui, Je vais peut-être dire une bêtise, mais il y a un peu de lien entre Wong Kar-wai et Terrence Malick.
Ça demanderait une C'est le analyse, seul film de Wong Kar-wai que j'ai vu. Hein, ça demanderait une voilà. analyse approfondie, mais je pourrais pas te répondre comme ça, là. Il faudrait revoir les films de C'est Daniel. surtout la partie où tu dis il réalise en se moquant du scénario, en partant sur d'autres choses, plus sur le ressenti et tout ça. Et ça bon, bref, voilà. Alors, il y a des films qui sont plus, en effet, sur l'émotionnel, qui transmettent plus que sur le scénario. Il y a des films qui sont comme ça. Ils essayent de te faire passer quelque chose, des films de sensation, on va dire. Alors, peut-être qu'à ce niveau-là, oui, on peut le faire. Je pense à, par exemple, Tree of Life, hein, pour prendre En un Tree of truc que j'ai en Life, ouais. tête. En effet, c'est des sensations qui t'envoient. Je dis pas qu'il n'y a pas un scénario, mais il faut le capter. Un peu, comme j'ai dit, dans In the Mood for Love, où des fois, tu as peut-être l'impression de perdre deux, trois trucs, tu vois. Mais peut-être, c'est intéressant. Faudrait creuser. Non, Faudrait creuser. En tout cas, il y a un truc qui se dit sur Wong Kar-wai que je voulais préciser, c'est qu'on dit souvent dans Wong Kar-wai que ces films ne sont pas des histoires. On dit que ces films, en fait, c'est une photo, c'est une situation. Il capture un instant et il te fait un film qui te raconte cet instant. C'est pas des personnages qui évoluent ou des trucs comme ça. À méditer. Ok. Bah écoute, on va avancer d'une année. On arrive en 2001. Et là, avant toute chose, je tiens à prévenir nos auditeurs, nos auditrices, les personnes qui regardent cette vidéo. Désolé pour ma prononciation qui va être catastrophique. Je vais heurter beaucoup de personnes. On parle du film La famille indienne ou Kabi Kushi Kabigam, réalisé par Karan Johar. Allez, résumé Wikipédia coupé. Yashavardhan Raishdan, joué par Amitabh Bachchan, est un homme d'affaires. Comment ? Amitabh Bachchan. Vas-y. Ouais. Est un homme d'affaires indien immensément riche et puissant qui aime sa famille de tout cœur. À l'aube de ses 50 ans, il prépare son fils aîné, Raoul, joué par la superstar Shah Rukh Khan, à prendre sa succession. Mais quand il apprend que celui-ci fréquente Anjali Sharma, jouée par Kajol, une jeune belle femme de conditions modestes et n'a aucune intention d'épouser Naina, jouée par Rani Mukherjee, belle fille idéale à ses yeux, Yasharvan est si déçu qu'il pose un ultimatum à Raoul pour le contraindre à ce mariage. Waouh! Donc là, on a un film coupé en deux entre une histoire qui se suit complètement, mais en deux points de vue très différents. C'est un film centré sur deux frères, donc Raoul qu'on a déjà cité, joué par Shah Rukh Khan, et son frère Rohan, joué, ça y est, j'ai perdu le truc. Aïe, désolé. Comment ? Je crois que c'est Ikrit Roshan, le nom. Après, j'avoue que je lis pas toujours les noms des acteurs. Je les reconnais à l'écrit, mais je les lis pas forcément. Rohan qui joue, oui, voilà, Ikrit Roshan. Deux frères, je sais même pas comment résumer cette histoire. La première partie, c'est ce que je viens de dire, et la deuxième, c'est le frère qui arrive et qui essaye de rabobocher son fils. Tu viens de dire un truc incroyable. Je ne sais pas comment résumer cette histoire. Parce que ça, c'est une des forces du cinéma indien, c'est que c'est un cinéma total. C'est-à-dire, il va te mettre du rire, du drame, de l'aventure, enfin, il va te mettre de tout. Et en fait, tu sors de ces films, tu dis, j'ai vécu une expérience complète, quoi. C'est du cinéma total. Vas-y, je te laisse continuer. Ah, mais c'est exactement ça. Tu as l'impression de regarder une série d'une saison en 3h20. Bon, ça fait la durée d'une série d'une saison mini-série, mais... et donc voilà, le Rohan qui veut tout faire pour rabibocher son frère et son père, entrecoupé d'un espèce de drama. Alors quand je vais le raconter, tout le monde va se dire, mais c'est quoi, n'importe quoi. On apprend que un des deux frères est en fait adopté et que lui le savait, mais que l'autre frère ne le savait pas. Pourquoi on apprend ça ? Ça n'a pas forcément de bien, parce que en fait, si le père destitue le premier frère, et il utilise ce mot, tu n'es pas mon fils, mais en fait, si, c'est quand même son fils. C'est du drame incroyable. Il y a des histoires d'amour dans tous les sens. Tout le monde est beau. Tout le monde est beau, tout le monde est amoureux, tout le monde n'est qu'amour. C'est ça, hein, le père n'est qu'amour au final, la mère n'est qu'amour. Alors là, amour débordant, dégueulant d'amour. Tout le monde est extrêmement bon dans son rôle.
voilà, tu parlais de, je rebondis juste à l'instant du fait qu'on ne peut pas résumer. J'ai vu très peu de films indiens, mais en effet, c'est le cas. Triple R, je peux pas le résumer. Bahubali, je peux pas le résumer. KGF, je ne peux pas le résumer. Enfin bon, voilà. Et d'ailleurs, avant de partir, parce que pour le coup, ce film, mon épouse ne l'a pas vu, je lui ai dit, mais tu devrais le mettre. Alors, il est sur Netflix. Tu devrais te le mettre, et à chaque danse, tu coupes, parce qu'elle regarde beaucoup de séries. Et donc, elle a 5 ou 6 séries qu'elle regarde en même temps. Elle se fait un épisode par soir jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Et je me disais, tu te mets ce film, La famille indienne, et à chaque danse, dès que la danse est finie, tu coupes et ça te fait un épisode. Et le lendemain, tu regardes la suite. Les danses sont super cool, sauf au milieu du film, donc le changement de paradigme. Donc la première partie du film se passe en Inde, alors je ne sais pas où, à New Delhi, peut-être. Non, En Inde. je, en Inde, je sais Ouais. plus. Et c'est dit plein de fois là où ça se passe, mais bon, Mumbai, bref, peut-être. voilà. Et la deuxième partie se passe à Londres. Et le démarrage de Londres, ouf, là il faut s'accrocher parce que là la cascade elle est réalisée sans câble, hein, et sans filet. Il y a un changement de costume et un changement de rythme qui est quand même, il faut se réadapter dans le film, hein. Moi, j'ai eu un démarrage, je me suis dit, attends, on est dans Clueless, là, je sais pas si tu connais cette série. Voilà, c'est une série des années 2000 qui se passait alors c'était aux États-Unis, mais dans une école de grands riches, mais extrêmement riches, et les filles étaient toutes habillées comme ça, en rose et en jaune, et c'était une série comique, hein, ils se moquaient de ça. J'étais, mais wow, c'est chaud, quoi. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de mal avec ça, mais ça dure 10 minutes. Sur 3h20, on peut accorder 10 minutes à un film. Et qu'est-ce que j'ai pleuré. Et qu'est-ce que j'ai pleuré. J'ai mis un après-midi entier à regarder le film. Ça a été pas mal découpé parce qu'il se trouvait que ce jour-là, je devais garder mes enfants. Je me suis dit, je pense que celui-là, il n'y aura pas particulièrement de violence. Je pense pas que ça a l'air d'être le truc, donc je vais me le mettre. J'avais mes 3 enfants. Et voilà, donc ça venait, ça repartait, je racontais ce qui se passait, parce que le film n'existe que en version originale sous-titrée, il n'a pas été traduit en français Il y a à une l'audio. VF qui existe, mais C'est vrai? oui, il était passé à la télé, et puis moi j'ai le DVD, il y a la VF dessus. D'accord, ah ok. Bon, pourquoi? Bon, c'est une question de droit, on s'en moque. De toute façon, la langue indienne est super cool, mais toutes les langues sont super cool. Je vais pas rentrer là-dedans, je me mets moi-même les pieds dans le tapis, c'est incroyable. Je sais plus ce que je disais. Et alors, combien de fois j'ai pris mon fils dans les bras, je lui disais, mais tu vois, ça, je te le ferai jamais. J'ai pleuré. J'ai pris ma fille dans mes bras. Tu vois, ça, je le ferai jamais. J'ai pleuré. Et là, qu'est-ce qu'elle dit, la maman? Elle lui dit à son fils qu'elle l'aime. Mais oui, évidemment qu'elle l'aime. Et j'ai chialé pendant 3h20 de ma vie. J'ai chialé une après-midi entière parce qu'à chaque fois que je mettais pause, c'était pour pleurer pendant que je faisais les tartines au Nutella. Ah là 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 là, mais quel film, mais quel film, hein. On passe par toutes les émotions, on rit beaucoup aussi, hein. Alors ouais, bon, l'humour, bon, un peu particulier, mais bon, on rit pas mal. Voilà. Pourquoi la famille indienne? Bah, en fait, si je t'ai proposé La famille indienne, justement, je savais pas ce que tu avais vu, je me suis dit RRR, beaucoup en ont parlé, tout ça, il a des chances, mais je me suis dit, La Film famille de la indienne, décennie. c'est un peu le Bollywood classique pour commencer. C'est genre tu connais rien, regarde ça. Alors pour D'accord. beaucoup, c'est peut-être un peu, même pour les fans de Bollywood, dire ça, ouais, mais parce que toi, tu nous montres un peu le stéréotype, la comédie romantique musicale, ouais, mais quand c'est à ce niveau-là, les comédies romantiques, c'est de la merde, les comédies musicales, c'est de la merde, c'est pour les filles. Regardez des films indiens et fermez vos gueules. Voilà ce que je vous dis. Apprenez c'est pas si vous regardez des films de merde, en fait. J'aime pas les comédies musicales, c'est parce que tu regardes de la merde. Voilà, c'est ça la réponse. Non mais vraiment, je le pense sincèrement. Combien m'ont dit, je déteste les comédies musicales à part La La Land. En gros, ça veut dire que tu regardes que de la merde à part ça. Non, mais je veux dire que si tu fais l'effort de voir les vrais bons films, tu trouveras des pépites. Oui, quel Et que donc, soit le le... genre, c'est pour ça que moi, il n'y a plus de genre que je dis que j'aime pas, parce qu'en fait, c'est une question de bon film. Si le film, il est bien, c'est tout. Ouais. Alors, d'abord, un petit mot sur les chorégraphies de danse.
qui sont incroyables. Là où le cinéma Qui de sont Hong Kong, super c'est cool. des spécialistes du kung-fu, bah là, la danse, la chorégraphie, elle est toujours folle. Hein. Regardez une comédie musicale américaine, vous allez faire ah ouais, c'est pas ouf en fait, en comparaison. Ça fait mal de découvrir certains films et certains pays, je vous jure. Après, vous voyez plus le cinéma américain de la même manière, Ouais. c'est assez frustrant parfois. euh, Ensuite, pourquoi la famille indienne? Parce que justement, c'est un de ces films total. Quoi. Alors, il est en deux parties. Il faut savoir qu'en Inde, au milieu du film, tu as l'intermission qui dure normalement un quart d'heure. Mmh. C'est-à-dire une pause d'un quart d'heure. Alors, ça dépend des montages qu'on a chez nous. Des fois, c'est même pas indiqué. Tu le comprends quand tu sais que tu as la moitié du film et que tu sais que tu as le plan un peu. Le zoom, Et oui, la voilà, musique. ça tu un cliffhanger de Voilà. malade mental. Normalement, en Inde, il y a une coupure et il y a 15 minutes de pause. Vous savez, c'est ce vieux truc qu'on appelait l'entracte chez nous. Là. Et en fait, là, les gens, ils mangent et tout, et puis ils reprennent. C'est pour ça qu'il y a un décalage. Tu vois, c'est un peu deux films en un. Il y a souvent une différence entre la première et la deuxième partie. Pas colossale, mais il y a souvent une petite différence de ton ou de ce qui se passe. Et là, bon, tu as vraiment le flashback au début qui dure 1 heure et demie. Hein. Toi, tu te dis, c'est pas le petit flashback. Mais là, pour le coup, ça m'a rappelé Bahubali, hein, qui arrive 20 ans plus tard, mais la moitié de Bahubali, c'est un gros flashback. Enfin bon, ça m'a marqué. Le Bref. schéma, en fait, c'est exactement le même. Tu as un autre film de Karan Johar qui s'appelle Kuch Kuch Hotahay, que tu trouves sur Netflix sous le titre français de Laisse parler ton cœur. Je n'avais jamais entendu ce titre avant qu'il soit sur Netflix. Ok. D'ailleurs, le personnage s'appelle Rahul et Anjali aussi, tu vois. Donc, Ah. là, il y a des petits liens. Mais ça, c'est Bollywood. C'est que le cinéma indien se fait des références à lui-même. Tu vois, il y a des fois, tu as des guest stars qui arrivent. C'est juste pour une scène, tu vois, juste pour faire une petite blague et ils repartent. Et puis, à un moment donné, il y a un gars qui regarde un film ou il y a une musique qui revient d'un autre film. Le cinéma indien est très comme ça, un peu enfermé sur lui-même, mais c'est génial parce que, parce que c'est vraiment, tu sais, je veux dire, la petite famille, tu vois. Et ça, c'est cool parce que si tu aimes le cinéma de Hong Kong, par exemple, bah, tu revois toujours un peu les mêmes acteurs, le western Ouais. italien, moi je dis ça, j'adore le western italien, tu vois aussi souvent les mêmes acteurs et tout. Donc tu as ce côté un peu, je suis à la maison, tu vois, et ça, c'est très cool. Et la famille indienne, je l'ai montré à plusieurs personnes et j'en ai fait pleurer plus d'un avec ce film. Ah oui, oui, mais là, je vois pas comment on peut ne pas pleurer, hein. Si vous pleurez pas devant la famille indienne, c'est que vous n'avez pas de ni cœur, ni âme, ni langue lacrymale, glande lacrymale, probablement. Vous n'avez rien. Non, mais après, le cinéma indien, c'est vrai que c'est quand même un pli qu'il faut prendre, c'est-à-dire que c'est particulier, c'est-à-dire si tu rentres pas dedans, tu peux trouver ça nul. Oui. Mais là, vu que l'expérience, c'est quand même de se plier à ce qui t'est offert en face, c'est-à-dire d'oser Mm. se donner à ce qui est offert en face et non pas le juger en mode bon, qu'est-ce que tu m'apportes? Si la personne qui regarde un film comme ça, il se dit pas ah ben je vais voir ce que ce cinéma a à m'offrir. Et Oui. je vais un peu en mode bon, vas-y, montre-moi ce que tu sais faire, tu sais, un peu avec comme si tu étais à l'école en train de noter un oral, tu vois. Ça va pas le faire. Mais le cinéma indien, si tu t'abandonnes à lui, si tu t'abandonnes à lui, en fait, il va t'emmener de manière niaise, de manière stéréotypée, avec des gens habillés en couleur et tout ce que tu as dit là. Il va t'emmener comme ça dans un univers. Tout à l'heure, tu as parlé de sensations pures. Et ben, je dirais que c'est presque ça. Il va t'emmener au pays du sentiment. Ouais. Pour moi, c'est des films, tu vois, en fait, quand tu vas voir un film, tu as ta garde comme ça, vas-y, fais-moi rire, c'est une comédie, tu vois. Et en fait, le cinéma indien, il te fait. Et toi, t'es là, qu'est-ce qui Que se m'arrive? passe-t-il? Ouais. Et puis en plus, t'as un peu plein de méga stars là-dedans, comme tu as dit, ils sont tous très beaux, ça joue beaucoup là-dessus. Hein. Mon ex qui habite en Inde me disait qu'ils ne sont pas aussi déshabillés que ça en Inde, hein, normalement. Vraiment pas. Oui, mais c'est un film, ça. Oui, et c'est aussi ce côté rêve qu'ils ont là-bas. C'est-à-dire ça ne représente pas une réalité, mais voilà, en plus, tu as vu, hein, tu es dans une famille riche et tout, pas tous Voilà. aussi friki que ça. Et gros point fort, je sais pas ce que tu as pensé de ça, mais des musiques, c'est que tu as beau pas parler hindi, à la fin de la musique, enfin à la moitié de la musique, tu connais le refrain et t'es capable, Ouais. tu as envie de le chantonner avec eux, alors que tu comprends pas un mot. Le refrain était très fort. Alors, petite note sur les danses et les chansons. Du coup, comme je l'ai déjà dit, je n'ai aucune connaissance du cinéma indien, pour le coup, à part les 3 films que j'ai vus. J'ai l'impression qu'il y avait une structure dans les danses et les chansons. À chaque fois, elles servaient de résumé des quelques scènes que l'on venait de passer et d'amorce pour les scènes suivantes. Alors, sans doute, mais globalement, ce qu'il y a de bien, c'est que ce sont des scènes qui racontent quelque chose aussi. Tu vois, par exemple, c'est une Oui, discussion. Des fois, c'est une discussion, mais qui se fait sous forme de danse, tu vois, plutôt que de taper une scène. Tu vois. oui, oui, oui. Et bon, si tu as vu RRR, la scène de danse dans RRR, il n'y en a qu'une, hein, mais elle est incroyable. Hein.
La scène de danse est incroyable, mais les chansons, la chanson lors du fouettage en public est incroyable Oui, aussi. mais ça, c'est un peu le nouveau cinéma indien, c'est-à-dire ils mettent moins de chansons. Celui que je t'ai montré, c'est vraiment du classique, tu vois, comédie musicale avec beaucoup de. Je sais pas, je crois qu'il y en a 6-12. Et en plus, elle dure 6 minutes, hein, c'est pas une minute comme dans certains films américains, hein, ça prend son temps. Hein. Mais c'est pour ça qu'après, tu as les musiques en tête. Je veux dire, si tu regardes pas ces films et tu finis pas par. Kabi Kushi Kabi Gam, t'as raté ta vie, tu vois. Je veux dire. Le cinéma indien actuel est toujours très musical, mais de ce que j'ai vu, hein, je ne suis pas un expert, je ne les ai pas tous vus, mais tu as peut-être une scène de danse, toi, maintenant. C'est un peu plus. Ils sont sortis un peu de ce stéréotype-là, qui est dommage pour moi. Ça n'empêche pas que je vais aller voir un film indien vendredi au cinéma et que je vais être très heureux, tu vois. Avec Shah Rukh Khan en plus. Bon, il sera pas là, hein, mais il sera à l'écran, il pourra pas se vanter de m'avoir connu, le pauvre. Voilà, non, moi je trouve que le cinéma indien, c'est le problème du cinéma indien, c'est que quand tu le vends à des gens, surtout à des mecs, tu vois, tu leur dis, écoute, regarde ce film, c'est quoi? C'est une comédie romantique. Déjà, le gars, il te regarde, t'as déjà perdu, hein, c'est déjà game over. Et tu dis, ouais, en plus, c'est une comédie musicale. Le mec, il te regarde, il fait, bon, écoute, Superfoot, c'est là-bas, hein. Tu fais, ok, d'accord. Et tu lui dis, non, mais tu comprends pas, c'est hyper coloré, il y a des danses, je veux dire, sur le papier, t'as aucune chance de gagner la bataille. Ouais. Mais fais l'effort. Essaye de, voire même, soit pas avec d'autres personnes, peut-être soit tout seul, pas avec des potes, machin. Regarde-le et laisse-toi séduire par ce que tu vois. Et si ça fonctionne, tu découvriras que la manière que tu as de voir, mais ça c'est presque pour tous les films asiatiques duquel on a parlé, hein, mais la manière que tu as de voir le cinéma à l'occidental, à l'américaine, parce que déjà entre le cinéma français et le cinéma américain c'est très différent, hein, même si certains gueulent en France parce qu'ils veulent que ce soit le cinéma américain, autre chose, bon bref, autre débat. Si tu te laisses séduire, tu te rendras compte qu'il y a des cinémas qui n'ont pas les mêmes priorités que le cinéma américain. Priorité, je veux dire, dans la manière de présenter une histoire. Ils ont une autre manière de te la présenter, dans la manière de la mettre en scène, dans ce que c'est qu'un bon sentiment. C'est d'autres visions du cinéma. Je dis pas que l'une est meilleure que l'autre. Je dis que tu as plus de choix. Hein. C'est comme les restaurants. Si tu as des restaurants asiatiques et des restaurants sud-américains, c'est pas pour rien, c'est parce que tu as le choix. Et t'en profites. C'est pareil, le cinéma. Tu vois, c'est con de bouffer que des hamburgers. Hein. Oui. Même si c'est d'origine allemande. Bref, je disais. Ça vient d'Hambourg. Ah oui. C'est même pas allemand. Hein, c'est pas Hambourg. Hambourg, c'est pas allemand. Si, oui, un petit peu quand même. Donc je disais, cours de géographie. Bref, nous disions, il faut se laisser séduire parce que le film te propose. Si tu y arrives vraiment, si la clé, et c'est pas un sous-entendu sexuel, si la clé arrive à ouvrir ta serrure. Voilà, à ouvrir la serrure de ton cœur. Voilà, oh, c'est beau ça. Si la clé arrive à ouvrir la serrure de ton cœur, eh ben, tu diras. Ouais, mais il y a ça, il n'y a pas le moindre cynisme dans ce qui est réalisé, ce qui est montré à l'écran. Moi, j'ai beaucoup pensé au drama sud-américain et espagnol qu'on a pu voir jusqu'à assez récemment. En plus au format série, mais avec des gens qui se mettent à pleurer d'un coup à l'écran comme ça, et tu te dis wow, wow, calmos. Ben, là, c'était exactement ça. Ouais, c'est assez génial. Voilà, Sauf que les novellas, franchement, les télénovellas, tu les regardes, tu te dis pas, ou laisse-le ouvrir la clé de ton cœur. non. Tu fais, oh là là, mon Dieu. Non, c'est 100 fois mieux. Enfin, moi, j'aime pas. comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas vu, on n'a peut-être pas vu les bons. Hein, c'est pour ça. Moi, j'ai vu ceux qui passaient à la télé. Hein, c'était déjà assez difficile. Ouais. Du coup, en plus, ça c'est assez incroyable. Donc j'ai partagé, parce que je pense que tu l'avais remarqué, je partage sur les réseaux sociaux les films que je regarde. Et dans la foulée, alors attends, il faut que je retrouve cette conversation absolument incroyable. Dans la foulée d'avoir partagé ça, j'ai une amie qui m'a envoyé une liste mais de malade mentale. Où est-elle ? Elle me dit, si tu l'as aimé, il faut que tu regardes. Et alors là, la liste était interminable. Je recevais une notification sur notification. Évidemment, c'est ça le truc.
Bon, bref, je vais pas le retrouver. C'était il y a quelques jours, donc ça va être trop long et pas très intéressant, désolé. Mais voilà, t'as tout ça. C'est Obi-Wan qui dit Welcome to a much larger world. Ou je sais plus quoi. Obi-Wan qui dit bienvenue dans le monde réel, c'est ça? Ouais. Ah oui, aussi, tiens, t'as ça. Donc voilà, non, mais j'ai très hâte. C'était, pour le coup, c'était la découverte dans la découverte pour moi, puisque j'avais déjà vu des films chinois, j'avais déjà vu des films japonais, hongkongais. Coréen, mais là j'ai pris une clacasse dans la clacasse. Merci beaucoup. Et donc, je profite aussi pour dire que j'ai essayé de prendre des genres qui étaient plus ou moins typiques de ces pays. Comme j'ai dit, le drame pour la Corée, la comédie musicale pour l'Inde, le shambara pour le Japon, ça c'est sûr et certain. Pour Hong Kong, bon, là j'étais un peu plus versatile. Encore une fois, on utilise des termes, tu vois, avec The Killer, mais comme j'ai dit, ça s'inspire de Wuxiapian et tout, c'est que le Heroic Bloodshed, c'est l'équivalent à peu près du Heroic Bloodshed, ce serait le buddy movie aux États-Unis, mais c'est quand même vachement différent, tu vois. D'accord. Oui, d'ailleurs, il y a une vibe, très buddy movie à la fin de The Killer. Ouais, pour ça, c'est un peu l'équivalent, sauf que, tu vois, The Killer et tous les films du genre ont été perçus comme pouvant être homosexuels. Alors pour certains, c'est clairement Oh homosexuel. là. Pour d'autres, c'est une interprétation. Bon, dans The Killer, il y a une histoire d'amour, donc voilà. Mais il y a un film de Chang-Chi. Moi, je suis pas du genre à dire c'est homosexuel. Moi, je dis les gens pensent ce qu'ils veulent, ça me dérange pas. Chacun interprète le film que. Mais il y a un film de Chang-Chi, tu dis ouais là quand même l'interprétation va quand même vachement dans un sens. mais parce que j'aime bien aussi la notion de frères, d'armes, des gens qui se respectent. On peut aussi de potes avec des mecs, hein, vous savez, des formes de, et bref, tout ça pour dire que j'ai essayé de prendre quand même des choses qui étaient assez spécifiques à chaque pays, malgré évidemment des influences, comme on l'a déjà dit. Ouais. La famille indienne, à chaque fois que j'essayais de retenir mes larmes, je n'y parvenais pas. Je me disais non mais c'est bon, c'est des gros bourgeois qui ont des problèmes de bourgeois là, c'est bon, arrête de te préoccuper. Mais ça marche pas du tout. tu tombes en amour de tout le monde et t'es là, tu as envie d'attraper le père et de lui dire mais dis-lui à ton fils que tu l'aimes. Oh là là. Bref, c'était un bonheur. C'est parti, on arrête de rigoler, repousser. on finit de rigoler. On arrête de repousser ce moment fatidique. Enfin, je sais pas comment commencer. Je pense que je vais faire un truc quand même assez important. Trigger warning, tous. Tout ce qui peut venir à l'esprit qui vous met mal à l'aise, mettez un terme à cette vidéo, à ce podcast. C'est pas la peine de continuer. On va parler d'un film qui s'appelle The Untold Story, sorti en 1993, ou The Eight Immortals Restaurant, The Untold Story. T'es pas d'accord, mais moi, partout où j'ai trouvé sur Internet, c'était ça. Ça doit être un titre anglais, américain ou un truc comme ça. Américain, bon. Ouais. Réalisé par Herman Yo. Et comment dire merci à Beau Parleur de me faire découvrir la catégorie 3. Wow. Tu vois, on passe de la famille indienne à la catégorie 3, là. Alors déjà pour le résumé, j'ai pas pris le résumé Wikipédia parce que c'était pas possible, parce que c'était pas un synopsis, c'était un résumé. J'ai pas pris non plus le synopsis de IMDb parce que c'était pas possible, c'était irrésumable. J'ai dû prendre un commentaire sur IMDb que j'ai retraduit, qui dit « Lorsque des restes humains pourris échouent sur une plage de Macao, la police est envoyée pour enquêter. Leur recherche les conduit au restaurant des 8 immortels et à son propriétaire Wong Chi-Hang, joué par la superstar Anthony Wong. Mais il semble que Wong mente... Ah, c'est marrant, dans ma traduction, j'ai marqué menthe comme la menthe... la plante, qu'est-ce que j'ai fait sur le fait d'être propriétaire du restaurant, ce qui amène les flics à penser que Wong cache des informations. You don't say, des informations à cacher, ouais. Oui, c'est un résumé gentil. C'est très gentil. Voilà, ne regardez pas ce film. Vous qui rentrez ici, perdez tout espoir, mais vraiment. Descente, waouh. Je sais même pas. Je sais pas comment aborder le film. Alors, c'est dégueulasse. Et le film est coupé en 2 parties. Alors, il est pas très long, hein. 1h30, peut-être
moins de 2 heures, je pense. Je n'ai pas regardé, mais pas une seule fois j'ai regardé l'heure parce que justement, j'étais tellement waouh. Dès le début du film, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Beaucoup d'humour dans la première partie. Beaucoup d'humour et franche rigolade pour moi. Il y a des moments, ce flic joué par Danny Lee qui revient après The Killer, donc comment tu... bref, qui fait face à Anthony Wong. Je parlais de Anthony Wong qui fait le lien du coup avec dont je parlais tout à l'heure. Ah zut, flûte. Tony Leung, ils se sont retrouvés dans Ouais. Infernal Affairs. Et Quel dans film, ça aussi. Hard-Boiled, donc à toute épreuve de John Woo. Ok, bon, mais il faudra que je le regarde. Bref, donc t'as ce chef de la police qui en a rien à faire de cette enquête au démarrage, donc tu suis des quatre, quatre adjoints de police qui sont plus nuls les uns que les autres, avec la fille carriériste, les trois mecs qui en ont rien à fiche, qui font semblant d'enquêter, et puis ça finit par accrocher. Et là, finalement, c'est le vrai flic qui prend, c'est Danny Lee qui reprend la main dessus. Enfin bon, c'est un petit peu vaseux, on sait pas où on va. Et t'as quelques scènes légèrement gore au début, donc les restes d'humains pourris trouvés au démarrage, voilà, bon, bah, c'est des morceaux hein, d'humains, des bras, des jambes, je sais plus ce qu'on trouve, des mains, des bouts de bras. C'est très concret, hein. Par contre, c'est vachement bien réalisé, hein. Je me suis dit, c'est des vrais coups de main? Non, évidemment que non. Au milieu de ça, d'un coup, tu as une scène de découpe de cochons. Hein. Tu as le personnage joué par Anthony Wong qui découpe des cochons pour les faire cuire et machin. Donc ça, moi, je te l'ai pas dit, je suis végétarien. Ça t'a confirmé dans cette... dans cette... Ah ouais, là, c'était chaud. Franchement, cette scène de la découpe de carcasse de porc, waouh. Et puis d'un coup, au fur et à mesure que l'enquête avance, tu sombres dans une folie, d'une noirceur indescriptible, une cruauté. Donc tu comprends pourquoi ce fameux propriétaire n'est pas propriétaire de son restaurant. Il se trouve qu'il... est-ce que on le dit? Est-ce que tu veux le dire ou est-ce qu'on garde la surprise? Je sais pas. Je propose de résumer ça à l'histoire vraie qui a inspiré le film. Hmm. En fait, l'histoire dit qu'à Taïwan, je crois que c'était à Taïwan, le film se passe à Macao, donc c'est peut-être à Macao, je sais plus où c'était. Ils ont trouvé de la viande humaine dans un restaurant chinois. Ils livraient des beignets, on va dire, à la viande humaine. Ça a été retrouvé. Ouais. Et en fait, c'est de ce fait divers qui a été inspiré le film. Donc le film va dans cette direction après. Ok. Alors, c'est marrant parce que quand t'en parles, peut-être que je me trompe, mais comme je sais pas quelle version t'as vu, parce que je sais pas s'il y a plusieurs montages, mais la manière dont tu parles, j'ai l'impression que c'est un autre montage que celui que j'ai pu voir. Mais Ah bon? est-ce qu'au début du film, ça commence quand même par une scène de mise dehors, il y a du feu Oui. et tout ça? Ouais, alors ça peut-être là. Ouais, ouais, le film s'ouvre sur une scène Qui t'accueille. gentiment violente, hein, avec du cassage de gueule en règle. On apprend à découvrir notre méchant qui est un gambler, un joueur. Non, c'est pas un gambler d'ailleurs, c'est pas un gambler. Il joue au mahjong et qui n'aime pas perdre. Voilà. Alors, C'est le moins qu'on puisse dire, ça l'énerve. Du coup, il bute un mec et on comprend plus tard que après avoir tué ce gars, donc je ne sais plus dans quel pays il était, à Hong Kong, il me semble. je me rappelle plus Il du début, part. mais après, la suite, c'est à Macao, si je dis pas de conneries. Ouais, voilà, et il part à Macao. D'ailleurs, on voit beaucoup de trucs portugais, ça, c'est une petite surprise pour moi. Je me Macao, suis dit, caralho, Macao, voilà. c'est une Et colonie ouais, portugaise. voilà, Ah. ça fait du bien, tu vois. Pareil, c'est des trucs que tu t'attends pas forcément à voir quand tu regardes un film asiatique. Tiens, il y a du portugais au milieu. Et donc voilà, et donc ce mec, il se trouve qu'il a tué toute une famille. Et donc voilà, la découverte de la catégorie 3, donc de l'infanticide, merci, du viol, merci, du massacre, à ne plus quoi savoir en faire, de l'urine, beaucoup d'urine. Ça coûte pas cher. Ouais, Ça coûte pas cher à produire. beaucoup d'urine. Bon, voilà. Et puis tu te retrouves donc ce mec qui part en prison, mais qui veut pas avouer, et du coup, il faut qu'il se fasse casser la gueule pour finir par avouer. Et là,
très étrangement, tu te mets à ressentir De l'empathie. de l'empathie pour cette raclure de fond de chiottes. Et donc, tu te sens sale de ressentir de l'empathie pour cette merde. C'est catastrophique. Mais qu'est-ce que tu m'as fait voir? Je pense Je que c'est un film crois... qui représente bien l'esprit Star Trek, c'est pour ça que je voulais... Ouais, totalement, ouais, carrément. Je crois qu'à cette heure, c'est le film le plus visuel que j'ai pu voir. Pourtant, j'ai vu À l'intérieur, j'ai vu Frontières. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre de dégueulasse? Je sais pas. J'en ai vu des films dégueulasses, mais là, c'était Tandax quand même. Mais je te remercie quand même, parce que du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai fini ce film, il était 1h du matin. Je me suis mis triple R pour j'avais besoin d'un vent de fraîcheur. Donc t'as fini à 4h du matin. Oui, je me suis couché à 4h du matin, mais c'est pas grave, le lendemain je travaillais, mais c'est pas grave, tu vois. Je suis passé à autre chose. Voilà, la catégorie 3, c'est quelque chose. Alors, c'est à voir. peut-être expliquer ce que c'est que la catégorie 3. Ouais, s'il te plaît, vas-y. Alors, en fait, à Hong Kong, il y avait, je crois qu'il n'y a plus actuellement, mais Hong Kong est en mutation, comme dans tous les pays, vous savez, il y a des classements de films par âge. La catégorie 3, c'était le truc interdit aux moins de 18 ans. Donc, à la base, c'était des films normaux, mais il y a des petits malins qui se sont dit en fait, on peut faire ce qu'on veut, alors, du coup. Et du coup, le terme catégorie 3 s'est transformé un peu en un genre, qui est le genre de l'extrême. Le genre Ouais. où la morale, tu la mets là où je pense. Ouais. Et il y a plein de films comme ça, des catégories 3, qui sont donc ultra gore, ultra immoral, et tout ce qu'on veut. Ce film, Il y a quand même une morale dans ce film. ouais, Enfin, le méchant tu ne tueras pas ton est prochain. puni. Tu ne tueras Ouais, point. ouais, voilà. Tu ne mentiras point aussi, parce qu'à la fin, Non, mais dans le sens où il y a... Là, tu vois, j'aurais hésitation à utiliser le mot cruel, tu vois. Parce que lui est cruel, mais il reçoit une forme de juste cruauté. Enfin, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il est puni à la fin, quand même. ouais, il y a pas de... Tu vois, il n'y a pas de dommage collatéral. Ça aurait pu tomber sur la flic ou un des autres. Il n'y a pas eu de moment un peu étrange comme ça. Bref, voilà. Je vois ce que tu veux dire. Donc la catégorie 3 des films extrêmes, personnellement, je vous avoue que c'est pas forcément des films que je kiffe. Hein. Quand je regarde des films, je me disais, mais pourquoi je regarde ça? Qu'est-ce que je me prends comme plaisir à regarder ça? Alors oui, tu te testes, tu regardes jusqu'à où tu peux aller, tout ce que tu veux, mais c'est quand même particulier comme film. Ouais. Alors le film, Bah, il y a aussi une critique de la police, au passage, ça c'est ce que tu as dit, une petite critique de oui. la police. Ils foutent rien de la journée. Danny Lee qui débarque à chaque fois avec une nouvelle concept. J'aime bien parce qu'ils l'assument totalement. Ils disent, oh, mais où est-ce que vous trouvez des filles comme ça? On dirait des putes. Bah, ce sont des putes. Bon, bah, ah, d'accord. Bref, c'est très drôle. Profitons pour parler du réalisateur vite fait. Herman Yao, il a commencé avec des films comme ça. Quand tu vois ça, tu te dis, bon, en fait, le gars, ça va être un petit réalisateur. Bah, vous savez qu'actuellement, c'est peut-être le dernier The Last Hong Kong Action Hero. Et il a fait des films que j'adore, comme Shockwave et tout. C'est-à-dire, le mec, c'est vraiment un vrai réalisateur. Je veux dire, il est capable de faire plein de trucs et très bien. Quand tu vois ça, t'as l'impression que c'est juste un gars qui fait des films un peu... Après, d'un point de vue réalisation, c'est pas dégueu. Il n'y a rien à dire. Hein. Non, non. Enfin, après, le film en lui-même, voilà. Si j'ai voulu le montrer, c'est parce qu'en Asie, justement, il y a cette peur de... Enfin, il y a ce côté violence très profonde qu'il peut y avoir dans des films, que ce soit coréen, japonais, hongkongais. Hein. C'est justement ce que les Américains appelaient l'Asian extrême. C'est-à-dire les films extrêmes asiatiques. Et là, on est dans l'un de ces films-là. C'est pour ça que je parlais un petit peu d'Old Boy. Old Boy est pour certains, considéré comme un de ces films violents à l'asiatique. Sauf que là, on est allé encore un peu plus profond dans le cinéma, un peu plus underground. On est allé encore plus loin. Et en fait, à la base, c'était que 5 films. Hein. Le 6e, c'était un bonus que j'ai ajouté après coup. J'ai fait, et si jamais t'as ce film-là. Et il a réalisé 66 films, Herman Yao. Il bosse, le mec. Mais tu sais, il bosse en Asie. Hein. Mais comment dire ça? C'est pas forcément un film que je vous recommanderais, mesdames, messieurs les spectateurs. Mais c'est un film qui existe. Et je voulais lui montrer, en fait, à toi, Rémi, je voulais te montrer
cette phase, cette face du cinéma asiatique aussi, bah, qui existe. Ouais. Mais après, tu parlais de plaisir. Je j'ai pas pris plaisir à voir des gens se faire torturer ou la scène de viol. Oh là là. Quoi, t'aimes pas le coup des baguettes chinoises? C'est une horreur. Mais même la baguette chinoise, mais je me demande, enfin, l'actrice s'en est mangé plein la gueule, là, enfin, bon, bref, mais ça, c'est autre chose. Mais il y a quand même une forme de plaisir, désolé, à chercher à se dire comment je vais pouvoir être choqué encore plus. Arrive la scène d'une décapitation. Bon, bref. Ouais. Et voilà, il se trouve que ce qui a servi, et donc j'ai dû faire un exorcisme de ce film en regardant Triple R, mais coup de bol également pour moi, pour mieux comprendre et mieux prendre de recul sur ce que j'ai regardé, dans ma playlist de podcast est tombé il y a 2 jours, j'ai vu le film il y a 3-4 jours, hein, dans ma playlist de podcast est tombé il y a 2 jours l'épisode de Discordia dédié à l'époque pré-catégorie 3. Ouais, tu fais pouce en l'air, en effet, Discordia, c'est top. C'est géré par l'ami François Co, qui est entre autres journaliste à Mad Movie, entre autres, et qui est très sympa. Donc c'est pour ça que je fais ça. Je kiffe Discordia. Je leur ai envoyé des messages leur disant si vous avez besoin de montage, appelez-moi. Je repasse le message. C'est un bonheur. Et du coup, voilà, ça m'a bien aidé à exorciser ce truc. Juste une question, parce que du coup, j'ai quand même regardé un petit peu catégorie 3 sur Internet. Souvent ressort plutôt que The Untold Story, Ebola ressort syndrome. Comment? Ebola syndrome. Voilà, pourquoi pas Ebola Syndrome? Pourquoi pas Ebola syndrome? Parce que Ebola syndrome est un tout petit peu moins violent. Dans le sens D'accord. où, Ah oui, non mais pas un tout petit peu moins violent, c'est que tu sens plus le second degré. d'accord. Ok. Mais les deux sont valables. En fait, Ebola syndrome, c'est un quasi-remake de The Untold Story. C'est un peu la même histoire, hein. Ah, C'est un taré, sauf que cette fois-ci, non seulement, quand il fait des hamburgers, c'est pas juste des hamburgers à la viande humaine, c'est la viande humaine infectée d'Ebola. ok. Attends, tu veux que je te raconte comment il chope l'Ebola? Il faut vraiment rire, hein, sinon. En fait, il est en Afrique, je crois que c'est en Afrique du Sud, il se balade dans la jungle, il voit une femme en train d'agoniser. Donc c'est toujours Anthony Wong. Il la voit et puis il fait oh, ça m'excite de la voir en train d'agoniser. Ah, Alors t'imagines ce qu'il lui fait? Non mais c'est horrible, c'est horrible. Je rigole, mais c'est passé des films, hein, c'est pas vrai. Mais et c'est comme ça qu'il chope Ebola. Et en fait, le principe c'est qu'il chope l'Ebola, mais il est porteur sain, c'est-à-dire que lui il n'est pas atteint. Mais il peut contaminer les autres. Et donc le mec, par exemple, il va cracher la gueule des gens qu'il aime pas. ah là. Je sais pas, j'en rigole parce qu'il faut bien faire quelque chose, quoi. Ah ouais, non, Anthony Wong qui est saisissant dans ce film. Et qui pourtant est un super acteur, comme tu l'as dit, dans Infernal Affairs, par exemple, tu vois la transformation, tu fais ah ouais. Ah non, mais il est incroyable. Non, non, mais dans ce film, il est incroyable. Du début à la fin, il tient son personnage. C'est fou furieux. Et alors, pareil, j'ai lu qu'il avait eu une récompense pour son rôle. Waouh! Enfin, c'était vraiment Il a eu un Hong Kong incroyable. Film Awards, je crois, des meilleurs acteurs, ou un truc comme ça pour ce rôle. Pour une Ok. catégorie 3. Bah écoute, j'ai rien à dire de plus, hein, sur Untold Story. C'était, voilà, je sais pas si je dois te remercier, mais quelque part, ouais, c'est bien, j'ai vu ça dans ma vie. Voilà, c'est une chose de faite, petite croix verte. Non, mais du coup, je sais pas, je pense que j'irai voir d'autres films extrêmes comme ça parce que voilà, c'est un genre en soi. Et tu vois, j'ai jamais eu trop. Je parlais d'À l'intérieur que j'ai vu adolescent, mais par hasard en fait. Il se trouvait que j'étais en soirée, machin. Et, allez, on regarde ce film. Bon, ben ok. Ça m'a jamais attiré. Mais là, je me dis pourquoi pas. Écoute, il faut voir. Ça, ça peut valoir le détour, je pense. Et Peut-être pas quand j'aurai de la fièvre, si je chope le Covid ou un truc comme ça, mais pour pas virer étrangement. Mais ouais, voilà. Ok. bah, ce que je voulais dire, c'est que ce sont aussi peut-être des films qui ont un côté cathartique par rapport à notre société. C'est-à-dire, c'est des films qui sont tellement violents, peut-être qui te soulagent peut-être aussi d'une certaine violence sociale. Je dis ça d'un point de Oui. vue thérapeutique. Non, mais je veux dire, Ouais, ouais, non, non, pour mais les je vois gens, ce que voir tu ce veux genre de dire. film, ça peut aussi avoir cette sensation. Je sais que quand j'étais adolescent et tout ça, un peu après, ça me faisait du bien de voir des films que les gens trouvaient hyper violents. Tu vois. Moi, ça, au contraire, Hmm. ça me soulageait. Tu vois. J'aimais ça. Donc, Ouais, tout à fait.
Donc, Ouais, c'est peut-être ça. Ouais. pourquoi pas. Et Mais là, je suis vidé pour plusieurs mois. là, sa femme a dit: «Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu es gentil depuis?» Ça, il est doux comme un agneau, le gars. Ouais. Donc, Mais bon, regardez plutôt La Famille indienne. Hein. un, vous pouvez le voir avec les enfants autour, l'autre, non. Oui, non, l'autre, non. Bien. Autre chose à dire? J'étais en train de réfléchir, il y avait un truc, mais il m'a échappé. C'est pas grave. C'est pas. Ah oui, 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 oui. Il y a un film français qui est sorti cette année, comment il s'appelait déjà je sais plus, c'était avec Fabrice Eboué, qui parlait un peu de ça. Tu sais, Barbac. Barbac, exactement. L'histoire, quand j'ai vu Barbac, j'ai fait c'est un peu ça, tu vois. C'est-à-dire, il tue des gens pour vendre comme du jambon, tu vois, du jambon de vegan. D'accord. Tu vois. Et j'ai fait, ah tiens, le cinéma français qui reprend ça dans un film grand public. Je fais, ah ouais, quand même, ils ont alors je dirais bien des cojones, mais vu qu'on est en France, on va dire des couilles, en fait. Non, mais je veux dire, le film était assez osé. Par contre, Barbac ne va pas aussi loin dans la violence et dans l'immoralité. Même si il a un petit côté, quand même. C'était intéressant. D'accord. Écoute, bon, voilà. Eboué, voilà. Il a pris plusieurs fois position en m'insultant directement, donc Ah, carrément. Ah, carrément. Ah, Non, monsieur non, a mais contact bon. avec des stars qui l'insultent. Non, pas du tout, pas du tout. Mais bon, oui, ouais, ok, ça marche. Vas-y, il y a un truc à raconter, là. Attends. Bah non, mais il a clairement dit des milliards de fois qu'il détestait les végétariens. Donc, Ah. écoute, très bien, oui, voilà, il a réussi à porter un film. Si moi, demain, je fais un film où je tue des mangeurs de viande, je pense que je serai porté au pilon. Je tiens à Bon, préciser que le film est plus subtil que ça, puisque c'est quand même ouais, des assassins, les gens, tu vois ce que je veux dire. Donc, ils ne sont pas non plus oui, montrés oui. comme étant des gens bien. Hein. Non, mais C'est pas des gens voilà, bons, hein, pardon, fallait que je fasse ça. Waouh. Non, le film est un peu plus Merci. subtil. Bon. Non, mais oui, je me doute qu'un jour ou l'autre, il faudra que je m'y confronte. Bien, ben écoute, merci beaucoup, hein, vraiment et réellement, parce que j'ai dit un peu avec second degré, je ne sais pas si je dois te remercier pour The Untold Story, mais merci beaucoup pour cette sélection qui m'a permis de voir le top du cinéma asiatique. Voilà, j'ai pu voir, hein, comme je le disais, je parlais de Infernal Affairs, je pense que le premier Infernal Affairs est un des plus grands films que j'ai pu voir de ma vie, et bien meilleur que son remake, que j'ai trouvé très bon, mais bon, bref, voilà. Je Je sais t'expliquerai plus où j'allais. pourquoi Infernal Affairs a aussi des trucs spécifiques à la ville de Hong Kong, si tu veux. Ouais, vas-y. Parce que Hong Kong, c'était une colonie britannique. Ouais. Les Hongkongais ne se sentaient pas anglais, britanniques, clairement pas, logique. Mais en même temps, ils appréciaient bien leur train de vie, qui n'était pas celui des Chinois. Donc d'un côté, c'était des Chinois, mais d'un autre côté, ils étaient bien contents de ne pas être sous la politique chinoise. Et donc, en fait, ce côté un peu schizophrène, c'est un truc qu'ils ont recréé dans le film d'infiltration. C'est pour ça que le film d'infiltration à Hong Kong a ce côté-là mafieux, mais pas trop, oui et non. Et en fait, il y a tout cet aspect-là qui ressort dans le Undercover Cop, qui est un genre typique du cinéma de Hong Kong. Voilà. D'accord. Qu'on retrouve dans... Merde, je parlais on parlait au tout début de Chasse à l'homme, Van Damme, Piège à Hong Kong. Oui. Personne. Bref. Tout le monde, personne n'est... Tout le monde est schizophrène dans ce film. Bref. Le film en lui-même. Et ok, bon écoute, merci vraiment beaucoup pour cette proposition. Moi, j'ai kiffé. J'espère que vous aussi, hein, qui nous écoutez, qui nous regardez, vous avez apprécié ces films. Je vous invite à les regarder tous et à nous dire ce que vous en avez pensé. Écoute, on se revoit quand tu veux. Si tu veux, on peut lancer une saga. Non, enfin voilà, parce que là, en plus, le fait de le dire au moment de l'enregistrement, ça te met en porte-à-faux. Mais bon, pas de problème. on refera ça d'autres fois. Voilà, 6 de plus. On n'a pas vu la Thaïlande, on n'a pas vu la Mongolie, on n'a pas vu la Corée du Nord. Ils ont un cinéma, la Corée du Nord? Ils en ont, Je suppose que mais oui. c'est pas. Après, le problème, c'est qu'il y a des pays, tu as plus de peine à avoir accès aux films et à connaître leur cinéma. C'est pour ça que la plupart de ceux qui se disent fans de cinéma asiatique, c'est surtout les pays principaux, ce qui ne veut pas dire que tu peux pas en voir ailleurs. Mais ouais. Après, bon, voilà, rien de. Bref. Hein. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te remercier une dernière fois, à inviter les gens
hein, si vous avez apprécié notre beau parleur, allez le retrouver, hein, sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Voilà, il prie, s'il vous plaît, dit-il. À très bientôt. Si tu veux, on reparlera de Star Trek à l'occasion. Avec plaisir. Et Peut-être la semaine prochaine, au moment où nous peut-être, tournons oui, ça. c'est vrai, oui. Au moment où nous tournons, c'est son dans, stand. dans une entrevue, mais moi aussi, de temps en temps, je vais chez lui pour parler de Star Trek avec d'autres personnes de Star Trek pour les nuls. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé ici. Voilà, vous pouvez nous retrouver en vidéo avec Guillaume et Margot si vous les appréciez. On va de temps en temps chez Beau Parleur pour parler de Star Trek. Voilà, à bientôt, bonne journée, bonne soirée à toutes et à tous. Ciao!